Mesdemoiselles et messieurs, je suis Robert Nelson, président de la République libre du Bas-Canada. Il me fait un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici ce soir à l'occasion de cet 4e épisode de La Voix du Bas. Vous êtes sur les ondes de Radio Bas-Canada et on est avec Arnaud Soli et Louis Courchaine. Bienvenue, messieurs. Comment ça va? Ça va. Yeah! Comment ça va, les gars? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Ça va très bien. Écoutez, on vient de partager un merveilleux souper. On a cassé bon. la croûte ensemble, ça c'est... Ah oui, on l'a cassé. un bon On l'a mangé, moment. on l'a digéré. Yes. C'était phénoménal. Merci, Samir, pour la salade Vraiment. du jardin. Ben oui, on a mon fameux copilote Sam, fidèle au poste, avec moi ici, qui nous a cook-up une merveilleuse salade avec les légumes du potager en fait, direct de chez lui, les légumes du potage ou du potager. Éventuellement, tout ça, éventuellement, tout ça, ça revient au même. Tout sera en exactement. potage un jour. Là, tu sais. Merci aussi à la rue Saint-Laurent et son portugais mystère qui nous a cuisiné une poule épicée à point. À tous les On va le paysans même de la ville puis de la campagne. Voilà. Exact. Le Portugal. Shout out au Portugal! Exactement. Ben, toutes ces bonnes choses qui nous amènent à partager un moment ici ensemble. Moi, ça fait un bout de temps que je vous connais, les gars. Ça fait depuis des années. En fait, moi, la première fois que je vous ai vu, la première fois, mais Arnaud, ça compte pas parce qu'on était dans un tournoi d'impro au collégial. Ouais. Puis on se connaissait peut-être de loin, de vue, mais la première Tu fois que... m'intimidais, je dois dire. Ben, je pense que toi aussi, tu m'intimidais. Tu Possible. gagnais toutes les impros, tu gagnais tous les trophées, tous les joueurs du tournoi. Moi, j'étais un obscur recrue d'un cégep anglophone. Ah, La Friendship of Team, shout out à la Friendship of Team quand même. ouais, faites. Mais c'est le Qui a premier créé des politiciens et des grands hommes de ce monde, non? Qui? Tranquillement, pas vite. La fête de Saint-Laurent, c'est l'équipe d'impro collégiale de d'Ogden qui a mis, en tout cas, bref, un terreau. Un terreau fertile Terreau fertile. pour bien d'autres affaires que l'impro aussi. Ouais, exact. Mais c'est quand vous êtes venu au Punch Club, la 2e édition Ah ouais. du Punch Club À la JT. en mai 2012, je m'en souviens. Vous étiez venu puis, avec Virginie, puis c'est la première fois que je vous rencontrais là. Puis quand je vous ai vu jouer, j'étais abasourdi, honnêtement. Je me souviens, là, comme si c'était hier, là, des impros que vous avez fait. C'était Ah merveilleux. Puis à ce jour, j'ai toujours pas été déçu. Fait que c'est Je toujours pense un- que nous autres aussi, on peut dire qu'on s'en souvient comme si c'était hier, la rencontre avec le Punch Club, cette une belle énergie-là, histoire. cette affaire-là. Puis à la JT, c'était dément, mon gars. Là. C'était le Mangina de Max Lemay aussi. C'était une grosse Je pense que soirée. Max Lemay, peut-être mettre les gens en contexte, je sais pas, j'ose croire que les gens qui te suivent connaissent le Punch Club, mais tu sais, c'est de l'impro 3 contre 3 super street. Et Louis Courchaine et moi, on est dans un trio avec Virginie Fortin depuis, ça a-tu fait 6 ans? Ça fait 6 ans, oui, Ça clairement. fait 6 ans, Ouais, donc on est là un peu depuis plus de 6 ans. l'édition 2, donc Ouais. ça fait 6 ans qu'on improvise ensemble de manière ponctuelle, mais le Punch Club, c'est le show d'impro. Pour vrai, il n'y a rien qui ressemble à ça d'un point de vue d'énergie. Puis tu sais, quand tu me le vendais au début, tu disais, je vais faire un mélange entre de l'impro, du rap battle, puis du genre de boxe ou UFC, tu sais, les rounds, un peu l'entourage, mais c'est très rap battle, et c'est vraiment ça, l'ambiance que tu as avec les call-outs, avec le Puis toutes les impros se finissent par une soumission aussi. Ça, oui, c'est il y a le fun, beaucoup c'est assez, de violence. Non, mais c'est vrai que si tu fais l'analogie que l'impro, c'est du sport, en quelque part, c'est du théâtre, mais c'est du sport, c'est calqué sur le hockey. Mais c'est vrai que si la LNI, c'est le hockey, le Punch Club, c'est vraiment du UFC. Ah ouais. Parce que c'est comme... Encore plus que la boxe, ben Ouais, ouais. t'arrives avec ton style. Encore plus que la boxe. T'es vraiment dans le punch. Les gens veulent un show, pas forcément comme... Quoi que au hockey, je pense pas que les gens veulent tant que ça des beaux jeux plus que genre des buts et des batailles, mais il y a le côté UFC il est bien exploité dans le Punch Club. Ben moi, c'est un peu ça. Je me souviens de tu sais, moi, ce qui avait un peu motivé mon envie de partir le Punch Club, c'était beaucoup... J'allais voir Dedou, Dominique Lapointe, que tout le monde connaît sous le nom de Dedou, avec qui j'ai fondé le Punch Club. C'est lui qui me coachait justement à la Friendship Prof Team, cette fameuse équipe d'impro collégiale d'un cégep anglophone de Québec. Et je lui disais, je lui racontais mon fantasme de spectateur d'impro, qui était en quelque sorte les grandes lignes un peu décousues du Punch Club. Puis je lui disais pourquoi ça n'existe pas, puis pourquoi dans la tête des gens, l'impro, c'est pas par défaut comme un médium humoristique professionnel. T'sais. Pourquoi ça n'a pas ce standing-là? Puis je partais avec cette question-là. Puis 6 ans plus tard, j'ai pas les mêmes réponses à fournir qu'à l'époque. Mais admettons qu'on est en 2012, là, tu sais. Puis je vous pose cette question-là, tu sais. Pourquoi l'impro, même si ça faisait déjà comme des décennies, si on veut, pourquoi ça n'a pas la place sur le marché de l'humour, tu sais, d'un point de vue du poids économique? Parce que... Moi, j'ai des réponses un peu à ça, puis on en a discuté souvent parce que moi, j'ai l'impression que, tu sais, l'impro, si tu regardes dans les médias de masse, tu sais, l'impro,
ça jouait à Télé-Québec il y a, dans les années 90, la dernière fois. Il y a eu 2 batchs, je pense. Il y a eu toutes les nationales, les trucs de même. Ouais, tout aussi ça, les il y a des nationales. trucs qui ont été produits par... Mais ça fait longtemps, disons, qu'il n'y a pas d'impro à la télé. Et pourtant, tout le monde connaît l'impro. L'impro a quand même façonné une partie de la culture théâtrale et culture d'entertainment de masse au Québec. Mais pourquoi il n'y a pas d'impro à la télé? Ben, je pense que les producteurs veulent juste plus prendre le risque à cause que le contenu est plus censuré. Parce que pourtant, c'est pas des prods. Mais au-delà de la télé, tu sais, juste des shows comme... parce que, tu sais, dans la question, il y avait comme, tu sais, Louis Joséo, des trucs de même. Mettons, même s'il n'était pas à télé, il ferait quand même, mettons, il remplirait quand même une grosse salle à Drummondville. Tu sais, je veux dire, c'est... Pourquoi que l'improvisation n'était pas là en 2012, effectivement? OK, dans ce sens-là, oui. Peut-être que j'ai l'impression des fois que... je sais pas, mais les gros joueurs d'improvisation s'en vont rapidement faire autre chose. Tu sais, c'est comme le gym, dans le fond, puis après ça, tu t'en vas faire des combats. Tu sais, s'il y a quelque chose de... on s'entraîne... Mais tu sais, moi, je suis un puriste pur et dur d'impro, dans le sens où je veux jamais arrêter d'en faire. Mais parce qu'on peut pas en vivre au Québec aussi. Si on fait il y en mais a on pourrait remplir des salles. Je sais pas pourquoi c'est pas... Mais tu sais, vous avez créé un modèle d'affaires parce qu'à part la LNI qui avait ses ateliers, tout ça, mais même à ça, la LNI fait pas d'argent, fait pas de profit. Il essaie juste de survivre. T'sais. C'est pas un modèle. Sauf que si le Punch Club prenait la tournée d'un gros humoriste, mettons, pour remplir les mêmes salles, puis tout, avec, mettons, les moyens qui sont présentement là, ces salles-là seraient pas pleines tout le temps. Ça serait difficile, tu sais. Probablement, tu sais, mais vous avez quand même créé un saut de qualité sur un show. Tu sais, vous avez vendu les gens qui participent au Punch Club, évidemment, mais c'est des centaines de visages. Vous avez vendu un show. Tu sais, puis ça, je trouve que c'est vraiment cool parce que c'est quand tu suis un humoriste, tu vas avoir une personnalité. Quand tu suis une ligue d'impro ou même une soirée d'humour, si je fais l'analogie, moi, j'anime des soirées les jeudis, puis les gens, ils savent qu'ils vont avoir de la qualité. Tu sais, ils viennent me voir animer, mais ils viennent voir beaucoup de la qualité du show. Ben, je pense que le Punch Club, tu sais que tu vas avoir de la qualité. Puis il y a un effet de rareté aussi. Là, mettons l'idée même de si tu aimes un trio, si tu aimes du monde en tant que tel, tu vas les voir 3 fois dans l'année, mettons maximum. Fait que... Très UFC aussi. Là, 2 gros combats par année, puis genre une espèce de build-up qui vient avec ça. Donc il y a un engouement. Chris, à Montréal, il y a tout le temps des line-up. Si les gens ne rentrent pas, tu fais... À quel point? Ben, pas tout le temps, mais il y a des matchs, où il y a des sacrés line-up. Il y a 200 personnes qui rentrent pas. Tu fais, quand est-ce que ça arrive? Il y a genre des matchs d'impro tous les soirs à Montréal dans des bars vides et vous avez créé une espèce de cycle de qualité, mais aussi en vous entourant de bons joueurs. C'est que moi, c'est ce rapport-là, le ramener à la simplicité de la chose, de me dire que, au Québec, il n'y a pas beaucoup de médiums culturels qui sont profitables, c'est-à-dire qui attirent une grosse demande et qui sont profitables. Puis l'humour est un de ceux qui l'est le plus, et particulièrement le stand-up. Puis moi, avec mon expérience, je trouvais qu'il y avait des moments dans des matchs d'impro, puis il y avait certaines ligues d'impro qui amenaient une qualité de jeu, qui amenaient une certaine garantie de rire. S'il y avait un décibelomètre là, en train de juste capter combien de gens sont en train de rire, combien de gens sont en train de s'esclaffer au cours de la soirée, tu le comparais à d'autres soirées qui sont vraiment payantes et qui coûtent cher là, pour les spectateurs. C'est aussi violent qu'un one-man show super rodé. C'est ça. Même des fois plus. C'est plus violent que mais ça, c'est clair. Exact. Puis moi, c'était ça. Je me disais, comment c'est possible que ça ne soit pas... si on veut que ce médium-là ne puisse pas profiter du même type de tribune, du même type de réalité économique que les autres médiums humoristiques. Puis moi, c'était un peu ça, peut-être je voyais pas de bonne raison à ça, puis c'est peut-être un peu ce qui m'a lancé à me dire pourquoi pas. Imagine si l'impro prenait ne serait-ce qu'une petite part du marché de l'humour au Québec, ça serait significatif en titi pour les joueurs d'impro. Puis la tarte est très grosse. Puis peut-être que les gens sont intéressés, pas de remplacer le stand-up, parce que tout le monde est down avec le stand-up, mais plus de juste rajouter un élément dans la recette, des on est comme les choses qui restaurants peuvent... de sushi du stand-up, en fait. Là, on arrive, puis les gens vont s'habituer, ils vont aimer ça, puis au final, on va être partout. C'est ça l'affaire. Une autre bonne métaphore. C'est juste ça. C'est une machine à métaphore, honnêtement. C'est-tu l'aspect professionnel, entre guillemets, du Punch Club qui donne son énergie? C'est le fait qu'il y a de l'argent à la fin ou c'est le concept, l'ambiance dans laquelle c'est fait? L'argent, c'est un leurre. Il faut que tu payes... Je trouve ça le fun que le Punch Club paye parce que pour les gens qui ne savent pas, 95%, à part la LNI, en fait, toutes les ligues d'impro, même de haut niveau, genre la Lime. Les cravates, tu peux faire 20$ en 16 matchs. Oui, ils splitent le chapeau, mais c'est symbolique. Là. Tu t'en vas là, puis
t'achètes 3 bières. Ça coûte de l'argent. Même les meilleurs improvisateurs au Québec, ça leur coûte de l'argent faire de l'impro. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent à la maison. Lou et moi, on va faire des tournois d'impro. On est reçus comme des rois. Les médias sont là, mais on paye notre inscription. De notre poche. On paye notre hébergement. Puis, pour certains, ça va être... Ils vont faire, c'est normal. Mais moi, si je vais faire un show en région, je suis payé pour faire un show. Là, je m'en vais faire un show. Genre, on va faire 6 matchs d'impro. Sold out, puis on paye pour être là. Tu comprends que c'est absurde. Après ça me dérange pas de le faire, puis ça reste que je tripe bien raide, mais quand tu y penses, c'est absurde. Puis pourquoi l'impro en particulier, alors qu'on sait que l'humour, c'est le business culturel le plus payant au Québec? Pourquoi l'impro? C'est-tu parce que vous vous préparez pas à l'avance, donc le produit vaut pas tant que ça, ou c'est juste l'émergence de la culture de l'impro qui fait que c'était communautaire? Le produit vaut pas tant que ça. Le produit vaut autant que ça parce qu'on se prépare pas à l'avance. Parce que l'éphémère, c'est un truc qui est très, très précieux, je pense. Là, ce qu'on offre, mettons, c'est des moments de... Un improvisateur se jette dans le vide devant toi, puis il est jugé par toute la salle. Fait que ça vaut, je pense, une fortune. Je pense qu'il y a deux choses. Le coût d'un match d'impro, c'est quoi les matchs d'impro les plus chers au Québec? C'est la LNI, clairement. Puis c'est comme 24 un billet. Là. Ouais, à peu près. Mettons, tu sais. Ouais. Dans l'absolu, c'est rien. Si tu comme un consommateur moyen qui va voir un show de musique, ça va coûter... un show d'humour, dans une grosse salle, ça va coûter 50. Un show de musique... ça peut coûter 50$, un show de... Mais l'affaire avec la LNI aussi, c'est parce que c'est comme 100% legit, ou est-ce que la production est quand même lourde et chère. Là, oui. Eux, puis ils sont subventionnés, là, comme c'est ridicule. Puis ils sont sur des modèles en plus de troupes de théâtre. C'est moins cher qu'un théâtre, puis c'est le même genre de prod qu'au théâtre, mais tu as plus de joueurs. Il faut que tu payes l'arbitre, le musicien, le staff, les vendeurs de billets, qui louent la salle, l'infographiste. C'est une business, là, une ligue d'impro. Fait je sais pas si c'est parce que les gens sont pas prêts à payer ça ou juste que le marché est en ce moment juste déséquilibré. Parce qu'un show de danse, un show de théâtre, il n'y a rien qui est aussi peu cher qu'un impro. Mais ça ramène à la question aussi mais c'est improvisé. Il y en a qui vont dire, ben là, je ne paierai pas pour un show pas de répète. Mais justement, c'est improvisé, tu sais, c'est... Mais ça, j'ai l'impression... Ça, je me suis jamais fait dire ça. En 6 ans de Punch Club, jamais un spectateur m'a dit... on paye tant pour un spectacle qui n'est pas préparé. Jamais quelqu'un a intégré cette variable-là. Même au contraire, les gens souvent soulignent le fait que c'est impressionnant, le fait que c'est pas, que ça fait partie du show. T'sais. Mais tout ça me fait penser au fait que dans le show business, c'est un peu toute une question de marketing. Dans la mesure où, genre, dans une réalité historique parallèle, on pourrait s'imaginer un monde où le stand-up, c'est niché puis communautaire, puis que l'impro, c'est vraiment le médium humoristique dominant mainstream. Évidemment, il faut faire un petit effort d'imagination, là, mais tu peux un peu t'imaginer ce monde-là. L'impro, c'est tata, souvent. Là. C'est grand public. Oui. Non, tout le monde aime l'impro, honnêtement. Tout le monde aime l'impro. Mais c'est ça, c'est comme... Je connais personne qui... Un bon match d'impro, j'ai jamais vu un public faire... Le fait est que, par exemple... ça m'intéresse pas. Des gens qui créent live des affaires drôles et le fun. Tu sais, un joueur d'improvisation, tu t'en vas jouer, puis c'est vrai, tu t'en vas jouer. Pas juste jouer, mettons, théâtralement, tu t'en vas jouer, tu t'en t'amuser, dans le sens où ce que tu fais là, tu sais, oui, on travaille, puis oui, mettons, c'est étudié, puis on fait quelque chose qui est comme... On a maîtrisé notre art pour le faire là, mais on s'amuse parce que c'est la seule fois qu'on va le faire, cette affaire-là. On est dans l'éphémère, nous aussi. Nous aussi, on a un petit rush d'adrénaline de comme qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Tandis que, mettons, un stand-up, que c'est genre, mettons, la 250e fois qu'il fait son show, genre, puis il arrive à Gatineau. Mais je suis plus ou moins d'accord parce que ça serait de dire. C'est du travail rendu là. Mais ça légitimise que les improvisateurs sont pas payés parce que c'est le fun. Non, ça légitimise pas, mais on s'amuse plus que quelqu'un qui, mettons, fait la même. Moi, j'ai vu l'inverse. Routine j'ai vu 300 fois dans l'année. Puis je fais, pourquoi t'as pas l'air d'avoir de fun? T'es anxieux, t'es rude. Ouais, mais ça, c'est du monde qui s'accroche aussi. Du monde qui aime vraiment faire de la scène, qui font le même show 300 fois puis qui trippent autant. Fait que je pense que ça dépend. Je pense pas qu'il y en a un qui est plus le fun que l'autre parce que c'est du danger, l'impro. Ça dépend comment tu t'embarques là-dedans, tu sais. Mm-hmm. Mais si moindrement t'aimes pas faire de la scène, tu fais pas ni du stand-up ni de l'impro de toute manière, j'ose croire. À la limite, ça serait intéressant de voir un improvisateur qui a ça faire la scène. Ouais, chapeau, on lui lève son. Puis en termes de créativité, là, vous faites du stand-up, vous écrivez des sketchs, puis vous faites de l'impro aussi. Est-ce que vous arrivez à atteindre les mêmes niveaux de comme haha moment avec, c'est-à-dire, en termes de... Pour le public, tu parles? Ben pour vous-même, vous êtes arrivé à créer un bijou créatif qui est drôle, qui fait du sens. Est-ce que dans l'impro, vous touchez autant à ça? Le plaisir est pas exactement le même pour moi. Entre le feeling d'écrire une joke live, là, c'est-à-dire
dire quelque chose qui n'était pas prévu, puis qui sort très bien de ta bouche, puis que ça fait du sens et c'est drôle, puis ça crée un moment unique. Et dire une joke que j'adore, mais que j'ai travaillé, reformulé, pensé, travaillé plusieurs fois. Le plaisir n'est pas le même, exactement. Mais les deux peuvent être très satisfaisants différemment. Là. Je pense que ça va chercher deux zones un petit peu. Là, le plaisir instantané puis le plaisir mûri puis mature. Puis, moi, je trouve que les deux sont full complémentaires. Je voudrais jamais choisir entre l'un ou l'autre. L'impro m'amène des choses que le stand-up m'amène pas, plus versa. Tu plugues-tu déjà des fois des jokes que tu es en train de travailler? C'est mauvais. Quand j'ai essayé, je pense que j'ai essayé une fois ou deux, là, genre de name-dropper, juste un truc qui me faisait rire, une idée, une image, un mot, puis on dirait que les gens le sentent. Et Chris, il l'a dit comme s'il pense. Il sent l'encre, là, c'est ça. Il sent l'encre derrière le moment. Là, faire en impro, ton delivery est de la merde. T'es juste comme pas. Sors d'un moment. Tu sais, Bruce Lee, si je me trompe pas, c'est Bruce Lee. Si je me trompe pas, c'est Bruce Lee, évidemment. Parlant de métaphore. Le capitaine des joyeux pyromanes, Louis Crouchaine, qui est un grand fan de métaphores, mais je pense que c'est Bruce Lee qui est derrière la métaphore suivante, qui disait que quand tu commences les arts martiaux, au début, tu connais rien. Fait que tu sais, un punch, c'est un punch. T'as pas d'outils pour faire autrement que ça. Puis là, à un moment donné, tu découvres toutes les techniques. Puis là, à chaque fois que tu lances un punch, avant de le lancer, tu te lances dans l'analyse du moment. Je suis dans quel contexte, mon ennemi, blablabla. Puis là, quel type de punch je vais lancer dans cette situation-là. Puis éventuellement, il dit, quand tu deviens un maître, tu penses plus à tout ça, puis un punch redevient un punch, puis tu fais juste spontanément faire celui qu'il faut faire à ce moment-là. Et il n'a pas de nom. Ou son nom, c'est redevenu juste un punch. Mais mettons que je prenais cette métaphore-là, je l'appliquais à l'impro ou à quelque chose comme le freestyle dans le rap. Je trouve que, pour moi, dans le freestyle dans le rap, ça tient la route. C'est-à-dire qu'il fut un temps où tu essaies littéralement de faire des techniques pendant que tu freestyles, des trucs comme ça, puis à un moment donné, tu reviens juste un peu à la zone de je vais juste rapper. Puis je m'intéressais à, est-ce que cette métaphore-là vous parle par rapport à l'impro? Je trouve que c'est vrai dans la mesure où, au départ, être drôle et être comique, je pense que c'est du réflexe, c'est de la survie. Tu le fais. Moi, je le faisais socialement pour trouver ma place socialement. Fait que c'est un réflexe. Après ça, quand tu deviens intéressé par l'humour, tu te mets à réfléchir la mécanique, le procédé, la joke, pourquoi, comment, c'est plus drôle. Puis à un moment donné, quand tu intègres ces techniques-là, ça redevient un réflexe dans la mesure où tu as l'acquis, mais faut, en tout cas en impro, beaucoup, c'est de l'instinct. Mais tu peux travailler ton instinct, je pense. Puis c'est pour ça que les bons joueurs d'impro ont beaucoup de matchs d'expérience, mais restent dans le moment présent comme si c'était des purs dans l'action-réaction, je pense. Fait que oui, Bruce Lee avait raison. Peut-être. Oui, il avait raison, d'une certaine façon. Mais après ça, moi, j'aime bien de toujours douter que c'est un punch que tu es en train de donner. Là, de continuer à chercher, puis à te poser des questions, puis à avoir peur de ta propre connaissance d'un truc que tu maîtrises. Toutes les affaires que j'ai cherché à maîtriser dans ma vie, c'était pour les nuancer encore plus tout le temps. Fait que, de revenir à la base, on dirait que ça me ferait comme un... Pour continuer sur la métaphore, là, est-ce que dans l'impro, tu fais du punching bag? Est-ce que tu t'entraînes des mouvements ou bien tu fais juste du combat? Ça s'appelle le goaler. Ça s'appelle un goaler. Hein? Okay. Mais tu sais, moi, j'en faisais à l'époque dans les pratiques au collégial, tout ça, mais vous en faites ça encore? C'est quoi un goaler? On le fait ironiquement, mais on le fait pour vrai, mettons. Dans le sens où est-ce que... En même temps, si vous l'expliquez, le goaler, rapidement, pour les gens, peut-être que... Un goaler, c'est... un goaler live. Un goaler, c'est genre, t'as une équipe d'impro. C'est Robert Gravel, il y a ça dans son livre Atelier 1 pour impro. C'est genre la base de l'impro. Mettons, t'as toute l'équipe, t'as un joueur là comme un goaler, puis chaque joueur, un à un... le goaler de la base, tu veux. Chaque joueur, un à un, vient faire une feinte devant lui, puis lui, il doit bloquer. Mais ça, c'est d'où l'expression goaler. Mais la vérité, c'est que le joueur arrive, dit une phrase qui doit setter un peu on est qui, on est où, on est quoi, avec une problématique, et le goaler doit résoudre ou en tout cas répondre avec une réplique. Fait que c'est 1, puis tu dois changer de personnage et d'univers. Et c'est censé stimuler, je pense que ça marche, ça stimule ta créativité, ça délousse ton imaginaire. Je suis pas sûr de comprendre. OK, disons que je suis un goaler. Louis est un personnage. Mais ces souliers-là, vous les avez dans 11? C'est pas des souliers, c'est des muffins. Oh! Oui, c'est parce que je rappelle, il y a le feu chez nous. C'est pas du feu, c'est un muffin. Fait que vous voyez, c'est toujours d'être créatif. C'est un des bons goalers que j'ai vu dans ma vie. C'est François Lachapelle, avec qui on a joué beaucoup à la CIA, au Café Campus. Puis quand on faisait un goaler, à chaque fois qu'il était le goaler, sa réponse était...
Fait que peu importe ce qu'on allait faire. Mais François Lachapelle, qui incarne la mauvaise foi en impro, on a joué avec lui dans une équipe, il n'a jamais fait de mixte en 4 ans. Il en a fait, mais comme... Non, mais il en a fait une ou deux. Mais c'était calé, il voulait juste pas faire les mix. Mais c'est ça le gag, c'est le gars qui embarque pas en mix, fait que c'est parfait aussi d'être intègre. Ça serait comme un joueur de... Oui, moi, ça fait... Moi, je fais pas ça, by the way. C'est drôle. Oui, il était excellent. Oui, à un moment, tu sais, parce que je suis privilégié, j'ai vu quasiment tous les punch clubs. J'ai vu beaucoup d'impro de haute voltige dans les dernières années. Puis, malgré que j'ai fait de l'impro 3 ans, puis que je suis très familier quand même avec la notion improvisée sur scène, etc., il y a encore pour moi quelque chose de mystique à ce que vous faites. Là. Même si je suis très familier avec le format. Ouais. Il y a un petit côté Matrix, tu sais, le moment où Neo comme s'arrête, puis là, la balle passe, puis il y a comme tout le temps du monde de se demander, mais qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai l'impression, des fois, si vous me donnez cette impression-là au Punch Club, c'est-à-dire que comme toi, t'es en train d'arriver full vite. Puis moi, dans ma tête, l'idée que j'ai, c'est que toi, tout le temps arrêté, tu te dis, OK, ben là, ça, c'est la situation, il y a des personnages là. Je pourrais aller dans cette direction-là, je pourrais aller dans celle-là. Ça serait quoi le plus drôle dans tout ça? Laisse-moi y penser un petit peu. Puis là, si tu t'as pris une minute pour y penser, finalement, tu le fais. C'est comme une game d'échecs en blitz. L'exemple est vraiment parfait parce que si tu te rappelles, mettons, après ça, Néo, sa face, c'est comme, qu'est-ce que je viens de faire? Puis c'est ça le feeling aussi, c'est qu'on fait comme, j'ai entendu la réplique que l'autre joueur m'a donnée, j'ai entendu mon gag, je l'ai trouvé drôle dans ma tête, je me dis, c'est moi qui viens de dire ça. Il y a ce moment-là où tu prends une distance des fois, puis c'est tellement le quart de seconde que tu te rends compte de ce que tu viens de dire après l'avoir dit, parce que les gens ont ri, mettons. Qu'est-ce qu'on rit? C'est ça, je viens de dire ça. Là. Ce moment-là est weird. Le temps que tu parles, le temps qui se dilate, c'est pour moi, c'est l'affaire la plus spécifique à l'impro, c'est quand tu le joues, en tout cas, puis quand tu l'écoutes sûrement aussi, c'est le rapport au temps. Il y a une temporalité qui est vraiment unique, parce que si tu es 1 seconde en retard, t'es plus vraiment dans le gag ou la situation. En tout cas, un match d'impro, surtout comme le Punch Club, où est-ce que c'est très rapide dans le punch et la construction, mais c'est des formats courts. On n'est pas là pour forcément... tu peux installer des silences et tout ça, mais ça va fucking vite, tu sais. Et c'est la force de la chose. C'est drôle parce que c'est rapide, mais si t'es pas dans cette temporalité-là où est-ce que faut que tu prennes des décisions rapidement puis que tu les assumes. C'est ça. C'est pour ça que ta comparaison aux échecs, en fait, était bonne. Parce qu'il faut que tu prévois beaucoup aussi. Comme tu vois le joueur aller devant toi, puis je sais où il s'en va, je pense. T'sais. Fait que tu prévois un peu où est-ce qu'il va atterrir. Puis quand il va atterrir là, j'ai un punch. Là, ouais. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Louis, c'est le meilleur joueur d'impro au monde, ceux qui savent. Non. Pour vrai. Y a-t-il des fois où vous n'arrivez pas à rentrer dans la zone? Où genre, c'est bloqué, puis... Oui, mais... c'est quoi que ça prend? À ce moment-là, Bruce Lee revient, un punch, c'est un punch. On fait comme, rendu là, je suis pas dans la zone, je vais faire de la technique, je vais faire ce que je fais d'hab. Ça arrive. Puis ces matchs-là, en plus, c'est ce qui est le fun aussi. Puis c'est arrivé des fois au punch-là, mettons, des matchs qu'on faisait comme, on était mollo à soir, mais le monde capotait, comme si, mettons, on avait sorti les meilleures affaires, puis tu fais, on a sorti de la technique. Là, mettons, là, on a fait nos pas de base, puis... Mais des fois, c'est vraiment efficace aussi. On a tous des déformations professionnelles par rapport à ce qu'on fait. On devient très demandant par rapport à... Ça reste plus spontané que quelqu'un qui fait son show pour la 150e fois, malgré tout. T'sais. Fait que ça reste impressionnant. Puis je dis pas, je suis pas contre la personne qui fait un show 150 fois. Là. Mettons, j'ai un grand respect pour l'écriture puis le travail, mais pour un match d'improvisation, de voir la personne, tu le sais qu'elle s'en va dans le vide. T'sais. Ça, c'est le fun. Là. C'est le pourquoi, je pense, le public trippe autant. C'est ce côté-là de... Il y a quelque chose de précieux de savoir que le moment, tu sais, puis des fois en impro, il y a des moments vraiment magiques, là, tu sais, que tu sens que tout connecte, là, tu as quasiment des frissons à regarder ça parce que t'es comme, man, ça se peut pas, là, tu sais, c'est trop, tu sais, de la synergie. Stagé, hein? Ouais, c'est ça, des moments de complicité, puis c'est vraiment le mot, là, mais de la complicité. Crois-tu que c'est ça qui fait que les gens restent si longtemps impliqués dans l'impro? Même si leur vie professionnelle ne tourne pas nécessairement autour de ça. Ça, je pense que c'est le milieu social, en fait. Parce que, tu sais, l'impro, ça devient une gang. Ça devient quand même... Je pense que, tu sais, le hip-hop, vous avez la même affaire. Puis, tu sais, où est-ce que, tu sais, tu viens qu'à te tenir avec du monde puis à faire comme si j'arrête de faire ça, ces gens-là disparaissent, mettons, parce que, veux pas, t'es plus là à toutes, mettons, les dimanches soirs, t'es plus là à toutes ces espèces de moments-là. Fait que c'est sûr que tu prends une distance. C'est un côté rituel, spirituel. Ouais. C'est comme toute ma gang de Jiu-Jitsu. C'est vrai, t'as fait du Jiu-Jitsu aujourd'hui, toi, Arnaud. Mes anciens chums de porn aussi. Bruce Lee, Jiu-Jitsu. Ouais, Louis a fait beaucoup de porn. C'est sûr que tous les gars, vous êtes encore bien proches. Oui, je pense à vous, les boys. Mais c'est quoi ton nom de porn star, encore? On peut te dire? Non, pas là.
Gilles Bambou. Gilles Bambou. Le plus gros pénis au Québec. Ouais. Mais tantôt, on demandait, en fait, si mais dangereux, c'est si tu te frottes un peu dessus, tu prends les écharpes. Ouais, dur. Tantôt, J'ai tout le temps bandé. On peut changer. Tantôt, on demandait si c'était juste l'audio ou le vidéo, tu sais. Par rapport à la porn? Ouais, c'est ça. Je posais la question. Ben non, mais c'est ça. Si vous avez le choix, les gars, toute votre vie, vous allez écouter ou regarder de la porno, dans le fond, tu as soit juste le son, juste l'image. Moi, pour moi, ça va de soi que je garde l'image. Louis a dit le Moi, son. je défendais Pour vrai? l'audio. T'es un vieux de la vieille. C'est l'imaginaire, mon gars, c'est ça. Tu veux te plonger dans une affaire. Je trouve que, mettons, la l'imaginaire, pornographie est la tellement... porn. Il y a quelque chose que je trouve comme romantique et mystérieux dans ta réponse. Hey man, tu vas être tanné de te crosser en esti après une semaine, mon gars. Moi, je vais être là avec mon image. Pow! Toi, tu vas être comme. Ah, Mais on va je pense que c'est une MILF. On va t'imposer ton fantasme. Je pense qu'il y a chicks. On va t'imposer ton fantasme. Je vais me le dire. Ah, j'ai des grosses boules. J'ai des grosses boules. Mais non, ils disent pas ça. Ben, fais comme tout le monde. Ben, fais-toi ton idée. Ben, ça nous avait... Ça, en fait, ça nous avait fait bifurquer sur l'idée qu'on est dans la civilisation du visuel, tu sais, qu'on est dans la civilisation du visuel. En même temps que si je fais un drôle de lien avec ce qu'on jasait tantôt, tu sais, tout ce qui se passe en ce moment, l'explosion des médias, les nouveaux, tu sais, autant le punch-up, le visuel prend une partie tellement dominante de tout ça. Imagine si tu avais une application, je viens d'avoir un flash, Instagram, tu sais, qui est l'application sûrement numéro 1 de l'heure, c'est presque exclusivement visuel. Tu as des vidéos, mais les gens l'écoutent à mute, genre au travail, dans le bas. C'est juste des images. Imagine si tu avais genre un Instagram juste de son. Tu fais juste swiper le son de tout le monde. Genre, toi, tu mets ton son du jour, t'es genre... Là, tu fais juste scroll des sons comme... Yeah. Ou juste des beats, mais tu sais, tu vas me dire, ça existe Spotify. Non, c'est pas la même affaire. Je parle ton Instagram de son. C'est juste browser. Moi, Arnaud, je pense que s'il y a quelqu'un du Silicon Valley qui va écouter ça, qui fait du venture capitalism, tu vas recevoir un petit courriel. C'est quoi tes conditions? Parce que c'est une idée du siècle. Mais l'influx est plus visuel. Je pense que c'est même ce que tu as dit à ce moment-là, quand on a parlé de ça. L'influx visuel est super important présentement, certes, là, mais on cherche tout le temps l'expérience, mettons, gustative, on cherche l'expérience sensorielle qui est autre que visuelle, justement. Je pense que parce que l'omniprésence... C'est pas le même... OK, attends un peu, là. Mais parce qu'on est tellement comme chargé d'images, mettons, puis qu'on cherche le reste. Mettons, on cherche à écouter des affaires le fun, on cherche à sentir peut-être moins, là, mais mettons, goûter, on cherche à... Ben, de plus en plus, mettons, là, comme quand moi j'étais jeune, mettons, à la limite, il n'y avait pas tant de monde qui était comme des foodies, là, ça n'existait pas tant que ça. Puis le rendu, c'est intéressant. Mais c'est plus par rapport aux médias, tu sais, comme, mettons, mon père, quand il était jeune, il lisait. Tu sais, lui, il y avait la télé, ça commençait, mettons, mais fait que il était moins stimulé visuellement que les enfants d'aujourd'hui. Parce que la réalité étant ce qu'elle est, la technologie, c'est des écrans. Des écrans, c'est des pixels animés, super lumineux. Et ça, c'est sûr que ça joue dans cette hiérarchie des sens-là qu'on avait abordé. C'est plus ça qui dit que ça, parce que je pense pas que je pense que les sens, à la limite, c'est juste des... Tu sais, si on était dans un monde rempli d'odeurs, puis que, tu sais, l'odeur était vraiment mise de l'avant, mais ça se pourrait si tout était axé ces odeurs, puis les gens connus sentaient bon, puis les gens... Moi, j'évolue un peu dans l'univers des odeurs, plus que bien du monde, à cause que depuis que je prête attention plus aux odeurs dans la vie, à cause de l'intérêt que je porte, entre autres, au cannabis, j'ai réalisé que un sens, c'est un petit peu comme un muscle aussi. Il peut être atrophié, tu sais, puis le visuel, je pense, chez tout le monde est rendu comme un peu... quasiment surabusé là, d'une certaine façon. Mais je me demandais, vous, avez-vous l'impression que ça a changé votre rapport à la création, dans l'humour? Le fait, admettons, toi, Arnaud, les sens? le visuel. Ouais, par exemple, toi, clairement, dans les dernières années, tu as beaucoup fait ta place sur le web avec des vidéos que tu as tournées, par exemple, à la maison par toi-même ou dans des sketchs quand même scénarisés, mieux préparés. Mais reste que le visuel a tellement pris une place importante dans... Moi, j'ai toujours un penchant pour le visuel. J'étais un enfant qui dessinait énormément. J'ai étudié cégep en arts plastiques. J'ai un bac en arts visuels. Je faisais de la peinture jusqu'à il y a 2 ans. D'ailleurs, je pense que tu as une toile de moi. Tu l'as-tu encore? Je te l'ai remis. Hein? Le bus, là, on y va? Tu me l'as remis? Ben oui, je te l'ai remis. Ah, je l'ai donné à quelqu'un, ça veut dire? Oui, chez nous. j'étais venu te la porter chez vous. Mais chez quelqu'un d'autre? Ah, je suis tout mêlé. J'ai eu cette magnifique œuvre dans mon salon pendant plus d'1 an. T'avais-tu? Ben oui. Ben, je l'ai peut-être dans mon garage. Bref. Si t'écoutes le podcast, c'est toi qui l'as. Fait que... ouais, non, c'est tout ça pour dire que ma pratique visuelle, oui, je l'ai comme transposée en faisant des vidéos, puis j'ai toujours vraiment aimé ça. C'est juste ça que je le dis. J'ai toujours aimé faire du visuel. Ouais, moi avec. Là, Louis, il est bon. Du Photoshop, beaucoup m'amuser à... Tu sais,
j'aurais voulu éventuellement de faire de la BD, mettons, le grand rêve, mais je dessine pas assez bien, puis je suis pas assez constant. Fait que, tu sais, mettons, comme du Photoshop, on s'amuse. Toi aussi, Arnaud, mettons, on s'amuse beaucoup avec ça. Tu sais, ça nous permet de faire du collage sans trop s'impliquer, là, tu sais, puis c'est le fun. Des jokes visuels, c'est bon. Quand c'est bien fait. Sans aucun doute. Mais ça n'atteint pas toute la création, par exemple. Je pense que, tu sais, mettons, comme... C'est juste des médiums à la fin. Là, je pense que c'est à quoi tu touches puis qu'est-ce que tu cherches qui est important et qui est intéressant là-dedans. Plus. Mais en termes de création humoristique au Québec, y a-t-il de la place pour le vlogging? Je sais que toi, tu fais plein de vidéos sur Internet. En même temps, toi, Louis, t'es sur Radio-Canada dans une émission très mainstream, quotidienne. Vous êtes comme sur deux plans de... Ben, je te dirais que non seulement il y a de la place, mais plus que jamais. Puis, tu sais, si t'es quelqu'un qui fait de l'humour vidéo, t'es plus chanceux que si t'es quelqu'un qui fait de la danse contemporaine. C'est rendu la porte d'entrée parce que, tu sais, mettons, comme on a les vu médias beaucoup cherchent ça. Tu sais, même des humoristes qui fonctionnaient pas tant que ça depuis longtemps, puis là, ils ont décidé du jour au lendemain qu'ils allaient faire du web, ils allaient faire des petites capsules, des trucs de même, tout ça, puis ça a fonctionné, man. Il y a des gens qui se sont sortis, mettons, de comme une disette assez solide pour... Mais l'Internet est passé d'un média il y a 15 ans qui était encore underground, qui était juste réservé à plus des emails, puis on comprenait pas trop c'était quoi Internet. Ça changeait les communications, puis certains foyers l'avaient, mais tu pouvais pas parler au téléphone en même temps que... Puis, tu sais... Mais bref, puis là, c'est aujourd'hui non seulement comme un mode de communication, mais ça change comme littéralement tout, là, genre toutes les sphères, là, tu sais, mettons du savoir jusqu'à... tu sais, genre la manière qu'on voit la vie, qu'on agit, qu'on interagit, le social. Puis en création, ça n'a pas le choix. Puis le web est considéré... Ouais, c'est, je viens de voir, c'est Yes McCann, ton fond d'écran. Le plus beau rappeur au Québec. Yes. # fugueuse. Et, donc, oui, les vidéos sur le web sont vraiment maintenant traitées même par les médias de masse comme une vraie affaire. Admettons, mais derrière le rideau, est-ce que par contre, ça se traduit dans une amplification du bout du bâton de l'artiste, dans le sens que, genre, mettons que toi, t'arrives, t'es un jeune humoriste, admettons, qui a réussi à avoir plusieurs vidéos qui ont été vues des dizaines de milliers de fois, voire des centaines de milliers de fois. Est-ce que ça devient quelque chose comme un peu un CV? Est-ce que c'est utilisable pour te négocier une offre, te faire approcher? C'est parce que, en fait, tu dis ça de même, on dirait que c'est négatif. C'est plus la démocratisation, mettons, du talent. Puis parce que, tu sais, avant, il fallait que tu sois, il fallait que tu sors des mains, que tu sois plugué, que tu sais, Puis je pense qu'aujourd'hui, mais c'est ça, tu sais, un Julien Lacroix peut décider que, genre, il commence à faire des vidéos, tout ça. Puis le lendemain, oui, il y a le gros bout du bâton, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a eu, tu sais, raison, mettons. Je pense que le gros bout du bâton, on dirait que c'est un rapport de force, tandis que là, c'est juste c'était une évidence. Mais peut-être que je veux moins parler d'un rapport de force, mais plutôt parler de l'idée de attendre qu'on vienne te chercher, attendre qu'on vienne t'offrir une opportunité. Parce que je pense que beaucoup d'artistes ont un talent énorme, genre, puis il y aurait ce qu'il faut pour intéresser un public, mais ils sont un peu dans l'attente que quelqu'un soit vienne les dénicher ou soit leur donne un spotlight. Tu peux le voir de deux façons, je trouve. Le web, au départ, c'est juste les plateformes comme YouTube, à la base, c'est ultra démocratique. Le fondement de ça, c'est n'importe qui a accès à une webcam peut mettre à la disposition de tout le monde une vidéo. Quand tu y penses, là, nous, on l'a ingéré, cette information-là. Mais c'est comme une grande bibliothèque publique, j'allais dire gratuite. Malheureusement, l'Internet n'est pas gratuit, mais je pense que ça devrait l'être partout dans le monde, là, comme juste afin de savoir et de... Bref, mais ça, c'est un autre débat, mais... Donc, cette affaire-là qui est YouTube et tout le reste, on l'a peut-être pris pour acquis un peu parce qu'il y a quelque chose de phénoménal de se dire, moi, je suis tout seul, peu importe où dans le monde. Si j'ai une connexion, je peux vous montrer de quoi je suis capable. Et c'est encore ce qui nous fait capoter d'Internet, c'est de découvrir des choses loin par des gens phénoménaux. Le mauvais côté de cette affaire-là, par exemple, c'est que ça donne beaucoup de puissance à la popularité, mettons. C'est vraiment l'idée de comme... Est-ce que tu es populaire ou tu n'es pas populaire? Puis après ça, mettons, il y a, puis j'inclus Arnaud, il y a des gens qui ont du génie là-dedans. Ah, OK, je savais pas pourquoi tu dis fuck you? T'aurais dû attendre, mon gars, là. J'ai dit fuck you préhensible. Merci. Mais non, tu sais, dans les gens qui ont du génie, mettons, qui sont capables d'écrire, de faire des trucs qui sont comme, géniaux. Puis après ça, des gens qui n'ont aucune script édition, aucun regard sur ce qu'ils font. Puis je pointe personne du doigt, puis je suis pas la personne qui dit comme je ferais tellement mieux, c'est pas ça du tout, mais qui produisent un peu de la merde, puis qui, après ça, sont populaires à fond, fait qui ont
une voix à un certain niveau que tu fais comme, ça me dérange pas que dans le cours d'école, tu sois populaire, mais que dans la culture, les arts, mettons, je fais comme, puis je suis peut-être un élitiste là-dessus, je suis pas la popularité, c'est pas égal à la qualité pour toi? Ben non, jamais de la vie, tu sais, c'est ça l'affaire, puis c'est plus difficile d'être populaire que d'être bon, là. J'en conviens, mettons, comme être populaire, c'est quelque chose de grandiose et de gros, là, mais ça peut pas devenir un... je pense que c'est juste le backlash de n'importe quoi. Tu sais, après qu'on aime c'est dit à quel point l'Internet, c'est juste un monde des possibles. Avec ça vient le fait que, comme n'importe quelle affaire, ça va se structurer avec des hiérarchies, des espèces de games sociales. Les corporations vont embarquer là-dedans. Tout le monde va essayer de capitaliser là-dessus. Puis c'est vraiment le mot capitaliser. C'est comme Internet est devenu juste, finalement, comme tout le reste, une place où est-ce que fucking l'argent dirige les intérêts, puis il y a des plateformes, des conglomérats, des corporations qui tirent profit de ça, mais ça fait partie de l'affaire, tu sais, Justement, par rapport à ça, tantôt on parlait de la professionnalisation de l'impro. C'est quoi le modèle d'affaires relié à faire des vidéos sur le net? C'est-tu genre, t'as 1 million de views, puis là, il y a quelqu'un qui t'appelle, puis comme... Moi, je vais dire de mon point de vue qu'il y a des vidéos qui ont des millions de views, mais qui n'a jamais fait une scène avec le web. Même que je mets de l'argent pour faire mes prods, souvent. Par contre, j'ai tellement eu de contrats parce que les gens m'ont vu sur le web. Puis ça, c'est monnayable. Par contre, moi, j'ai décidé de pas mettre... Il y en a des vlogueurs qui mettent leur énergie complète là-dessus. Faire des vidéos, par exemple, sur YouTube. Si tu veux monétiser les vidéos, le mieux, c'est d'avoir du 10 minutes et plus. Fait que les gens font des vidéos de 10 minutes et 6 secondes. C'est les influenceurs aussi qui présentent le flanc puis qui disent « Allez-y, je suis game de plugger vos affaires, vos produits, tout ça. » Je pense que toi, tu présentes déjà une intégrité artistique. Tu fais comme genre « Non, voici ma bulle, mes affaires. » Je suis pas parfait. Non, mais tu fais de la pub. Quand je fais une vidéo, c'est pas du placement de produit. T'as pas, toi, mettons, dégusté un gâteau McCain. J'en ai dégusté, mais non, pas mais payé. Pas payé, c'est ça. J'ai payé. Il y a cette affaire-là. C'est délicieux, by the way. Commanditez-moi. Puis le pire, c'est que tu cracherais-tu sur une commandite? Le ferais-tu, mettons, genre comme... Je porte-parole de Benny, Louis. Mais non, mais t'as peu, c'est pas la même affaire pour moi. C'est la même affaire? Non, parce que c'est pas... Puis t'as mangé du poulet portugais, là? C'était ça un conflit d'intérêt? Non, manger du poulet portugais? Je mange juste du Benny. Si c'était une affaire de sur ta chaîne YouTube ou sur mettons, tes vidéos Facebook, sur tes vidéos de promo puis tout ça, tu pluguais Benny, là, ça serait autre chose. Mais le fait que tu as été engagé pour une publicité, tu as été engagé pour être porte-parole, c'est vraiment différent. Je pense que ça touche pas ton intégrité artistique là-dessus. T'sais. Non, regarde, écoute, je niaisais avec toi, je comprends quand même la nuance entre fais-moi signe quand tu niaises, même, parce que c'est ça, on est dedans. Mais c'est vrai que t'es porte-parole de Benny? C'est vrai. Mais mon contrat finit le 1er octobre. Ah ouais? Donc peut-être qu'au moment de la mise en ligne, je serai peut-être chez Saint-Hubert en train de souper. C'est quoi, tu fais la mascotte au resto ou tu fais des pubs? J'ai de l'affichage, je fais des publicités, oui, radio, web, télé. Ça, c'est quelque chose, par exemple... Contrat 360, j'ai fait du corporatif. Puis ça, tu dirais... Ouais, j'ai fait 2 corpos avec la gang de Benny. Ils sont vraiment cool, by the way. Puis ça, c'est des trucs qui proviennent, entre autres, du succès que tes vidéos ont eu sur Internet. Admettons, c'est comme ça que tu le vois? C'est parce que tout est dans tout. Plus les gens le voient, plus les gens le voient. Mais tu sais, c'est un petit milieu. Mais moi, j'ai fait... C'est souvent les vidéos, les gens font un crime, c'est un créatif parce que, tu sais, ce que ça dit, je pense, quand quelqu'un fait des vidéos par lui-même, c'est tu sais, t'écris des trucs, tu le montres, tu le joues. Fait que les gens, ils voient comme un humoriste qui est capable de, mettons, pitcher de quoi de comique. Puis, d'un autre côté, le lien avec la pub, c'est que les entreprises cherchent des manières de changer le modèle. Je pense que la pub, les jeunes, mettons, là, tu sais, les pubs, là, à un moment donné, tu fais, Chris, tu vas pas me vendre des produits. Fait que ces corporations-là trouvent des manières de changer leur image, de se rajeunir, de trouver des manières d'intégrer le produit de manière plus organique. Fait que ça passe souvent par des individus. Après ça, il y a 1 milliard de manières de faire de la pub. Moi, j'ai plein de respect pour bien des créatifs en pub. Je ne suis pas un gars qui crache sur la pub all the way. Je fais de la pub aussi. Au contraire, Louis, tu es très bon dans la pub de web. Moi, j'en ai déjà fait. D'ailleurs, c'est ton fournisseur. C'est juste toi, Sam, qui a pas fait de pub. Qu'est-ce que t'attends? T'as jamais fait de pub, Sam? J'ai jamais fait de pub. Comment tu fais pour vivre? Ben, j'en fais constamment, tu sais. Je suis une pub ambulante. Kijiji, ils prennent n'importe qui. J'ai pas besoin de... J'ai fait les pubs de Kijiji. Bien. Je me disais, les gars, ça ressemble à quoi être chez soi et écrire des jokes? Moi, je sais très bien ça ressemble à quoi être chez moi puis écrire du rap. Tu sais, ça ressemble à quoi dans quasiment tous les cas?
c'est quelqu'un avec des headphones qui écoute un beat en loop, man, puis un document Word ou genre un cahier Canada avec un stylo puis il écrit des bars. C'est un peu ça, mais ça ressemble à quoi? T'es tout seul chez vous, puis tu vas écrire des jokes. Genre, c'est quel vibe? Ça ressemble. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, tu sais. Moi, j'ai fait l'École nationale de l'humour, là, mettons. Fait que, il y avait un prof que j'ai eu à ce moment-là qui était un de mes meilleurs profs, Pierre-Michel Tremblay, qui est aussi plus un autre part de théâtre, qui écrit grandiose. Puis lui, à un moment donné, il avait fait la meilleure image là-dessus, où est-ce qu'il nous avait juste raconté une anecdote un matin de comme genre, hier, je suis chez nous, man, puis tu sais, genre, je travaille que le calice sur un texte, ça va pas, puis tout ça, puis je suis rendu où est-ce que je suis couché dans le sofa à regarder le plafond puis à capoter, puis ma blonde rentre, puis elle fait comme, ah, c'est ça, tu fous rien encore. Donc, je suis en train de travailler, là, mais c'est ça. Tu sais, c'est des affaires où est-ce que tu es couché sur le sofa, puis tu regardes dans les airs, puis ton corps est absent. Tu es juste dans ta tête à faire comme, ben pour moi, pour ma part, parce des que mathématiques. La création, puis là, je vais faire un statement un peu gros, mais ça se rapproche plus d'un état mental. Je vais pas parler de, j'allais dire une maladie mentale. Je sais que en 2018, tu peux pas dire n'importe quoi. C'est pas une vraie maladie mentale. Je vais pas enlever de la valeur aux vraies maladies mentales, mais c'est comme un état, la création, où est-ce que ton cerveau il est rarement au repos. Je parle pour moi, mais d'expérience comme les gens avec qui mais il y a travaille. Pas l'aspect, j'imagine, mettons... mettons que ça, c'est vrai pour... Beat, mettons, genre, il est un peu il se met dans un truc. On n'est pas dans un... Quand tu écris de l'humour, tu n'es pas comme en train de faire du... Mais ça dépend. Simuler, mettons, un moment de gag. Écrire une chronique radio, c'est pas la même chose pour moi que genre... Tu sais, mon stand-up, il me vient souvent en marchant. Je m'en vais marcher, j'ai des idées en tête, puis ça se place, je suis dans la douche, je suis chez nous. C'est comme dans des entre-moments, mon cerveau, je me dis pas, je vais penser à ça, je pense à ça. Genre, je pense à ça. Qu'est-ce qui vous fait trouver qu'un gag est bon? Parce que de la façon que vous parlez, vous êtes manifestement pas chez vous en train de rire tout haut, là, en train de vous compter vous-même des jokes, puis comme être votre propre crowd. Mais, mettons, quand tu fais du beat ou quand tu fais... Ce qui te fait déterminer si tu trouves ça bon, mais tu sais, t'as un peu Mais tu réagis-tu à tes lines? T'es-tu comme Bobby Nelson, for the beat? Oh, slick! Non, clairement. Puis tu sais, au final... Au final... Ça va lander! Au final, t'as raison. Ça ressemble pas mal. C'est juste que je trouve que le rire, à cause de sa réaction spontanée, tu sais, quand tu ris, tu peux pas t'empêcher de rire. Tu peux peut-être genre physiquement, littéralement, là, genre avoir une réaction, tout ça, mais tu peux pas vraiment t'empêcher. Tandis que quand tu trouves de quoi de beau, quand tu trouves de quoi de touchant, tu peux toujours un petit peu juste le filer à l'intérieur, puis pas nécessairement avoir une réaction. Mais le reste, c'est de la surprise. Fait que, oui, c'est très mathématique. Il faut que le punch arrive. Il faut qu'il y ait une musicalité, une rythmique. Il faut que le punch arrive à la fin. Il faut que l'image soit extrêmement claire, que tout le monde la saisisse. Le bon nombre de... Fait que c'est comme une... En fait, quand tu trouves un bon gag, là, normalement, puis pour moi, là, je sais pas pour tout le monde, là, mais tu passes, il y a une phase assez longue de questionnement de « C'est un bon gag? » Moi, non, c'est un bon gag. Puis t'appelles des amis, tu fais comme ce gag-là, puis si la réaction... Mais c'était ça. Ça m'intéressait ce rapport-là parce qu'en impro, tu l'as instantanément, ta réponse est là. La réponse est là, tu sais. En impro, tu fais, mettons, 9 mauvais gags pour un très bon gag, mettons. Fait que, tu sais, puis t'es 9 mauvais gags. Si t'es un bon improvisateur, t'es 9 mauvais gags, ça passe comme si c'était juste du chit-chat. Oui. Fait que tu fais comme, non, c'était pas un gag. Moi, je sais pas parce que je suis pas humoriste, là, mais j'imagine c'est la différence entre la création puis l'édition. Tu sais, le moment créatif, c'est comme le moment où t'as l'étincelle de qu'est-ce qui pourrait être drôle. Puis ensuite, il y a tout le travail de l'édition, de la technique, du rythme, du son, de comme... Puis, tu sais, au-delà de tout ça, si on veut continuer dans cette idée-là, par exemple, en humour, c'est un numéro, des fois, il y a un gars qui est super bon, mais il va pas là. Tu te rends compte qu'il sert pas le propos, il est un peu hors sujet, ou il rallonge le truc. Fait que des fois, tu coupes des gags qui sont drôles, juste pour le bien commun du texte. Puis c'est la même chose au théâtre, en littérature. Quand tu écris un texte, il y a des lignes que tu aimes qui ne fitent pas dans l'ensemble. J'imagine que c'est la même chose en musique. Fait que, tu sais, moi, je trouve qu'une affaire en création, c'est de ne pas s'attacher à son matériel. Ça m'a pris du temps, puis on répète souvent ça. Genre, attache-toi pas à ce que tu crées. Tu sais, c'est un danger quand tu es un créateur de vraiment comme si c'était ton enfant, là, peu importe ce que tu fais, mais genre, cette affaire-là, c'est bon, puis pour X raisons, tu vas sûrement le brûler. Le public va dire que c'est pas bon, le producteur, tu vas te tanner. La création, c'est de toujours rusher des idées. Si tu t'arrêtes puis que tu contemples ce que tu as fait, c'est comme trop tard. Puis il y a l'idée d'une précision des fois où est-ce que, tu sais, mettons comme genre, t'écris un truc, puis je sais pas ce que, mais le gag est genre, Dude, elle avait un gun.
c'est ça ton gag, puis ça marche pas super bien, puis tu te rends compte que finalement, c'est dude, elle avait un pistolet qui risque que c'est un bon gag, mais tu sais, tu fais pourquoi? C'est la même idée, là, tu sais. Mais pistolet fait comme une référence, je sais pas, il y a quelque chose dans le cerveau qui fait ça. Puis j'aime bien mieux, elle avait un gun, moi. Elle avait un revolver. Non, gun, ça sonne tellement plus drôle. Dude, elle avait un gun. Tu sais ce que je veux dire. Tu le sais ce que je veux dire. Dude, elle avait un gun. Des fois, c'est le mot. Il y a quelque chose de très comme précis. Puis tu fais, ça reste la même idée. Dude, ça reste que, tu sais. elle avait un gun. C'est parfait, man. C'est juste que ton exemple n'était pas bon parce que Chris, c'est la meilleure phrase d'Dude, elle avait un gun. Ben non, mais attends un peu. Si je dis, mettons, comme. Je pense que c'était une meurtrière d'une autre époque. Dude, elle avait une arquebuse. Là, c'est pas drôle, man. Dude. Ta gueule, tu l'as, la joke, dude, elle avait un gun. Je sais pas, mais personne n'a ri à Saint-Jérôme, OK? Personne. Parce que les gens, ils n'ont pas la prémisse à la maison, mais ma blonde, c'est une crise de folle. Virgule, dude, elle avait un gun. Voilà. C'est comme ça qu'on écrit une joke, c'est comme ça. Ah, mais voilà. Ça, là, c'est la prémisse, là, cette idée-là là, de... Tout est une prémisse, puis il y a du monde, des humoristes qui font des choses de prémisse, qui font juste des prémisses. Chris Rock, pour les fans d'humour, il y a ce truc-là qu'il fait, c'est qu'il répète sa prémisse over and over. Et ça met de l'emphase. Ça fait que le punch est tellement meilleur parce qu'il est comme... C'est une prémisse vraiment claire, mettons. Je sais pas, je vais dire un exemple, mais tu sais, c'est tough d'être black. Tu sais, c'est comme... C'est tough. C'est genre pas exactement ça, mais c'est souvent ça. Puis il répète, puis là, à un moment donné, il rentre ses punchs, mais t'es comme hypnotisé par sa prémisse, puis l'angle est juste clair, puis bon, fait bon, on dit vague, mais je parlais de l'importance d'une prémisse. Le monde pour une prémisse, que quelqu'un disait. Ça, c'est drôle, là, tu sais, c'est Internet aussi a amené beaucoup ça, tu sais, puis... Les grands sensei de l'humour, on les connaît à ce temps, mettons. Mm-hmm. Les Jedi de l'humour, il y a une certaine époque, mettons, je suis pas sûr que, tu sais... Puis je dis ça, grand respect si c'était le cas, mais je suis pas sûr que quand il était jeune, Jean-Michel Anctil écoutait Chris Rock, écoutait... Hey! Non, mais dans le sens où tu comprends ce que je veux dire. Là, mettons... Roto, c'est un perso à Chris Rock! Ben, non, plus à Richard Pryor, en fait. Ouais. Mais... Reste que, tu sais, on a accès à ces affaires-là, tu sais, puis à des même le grand public, même en dehors des humoristes, je veux dire, moi, avant YouTube, j'avais vu 2-3 stand-up de 2-3 humoristes qui étaient passés à la TV, mais tu sais, je veux dire, aller voir qu'est-ce qui s'est fait dans les 80s, ce qui s'est fait dans les 90s. Je pense que tout le monde devient meilleur à tout. Genre, les tutorials, c'est la meilleure affaire, genre. Tu sais, je parlais d'échecs tantôt, moi puis Ogden, on joue aux échecs en ligne, puis là, j'écoute plein de tutoriels d'échecs, puis là, en ce moment, c'est ça ma passion, mais il y a 6 mois, j'étais dans d'autres choses. Puis, tu sais, je trouve ça malade d'avoir un hobby avec YouTube aujourd'hui parce que tu peux juste voir une infinité de gens calés qui ont dédié leur vie à ça. Puis toi, tu te dis, Chris, ça sera pas ma vie, ça va être 2 semaines genre intense, whatever. Tu veux apprendre à... Ma passe, ça, quand les algorithmes vont suggérer non-stop des vidéos reliées à ce sujet. Mais c'est tout le temps non, mais si tu sais pas faire quelque chose présentement à Google, là, je veux changer de sexe. Je veux changer de sexe, maintenant. Je veux me faire une vaginoplastie. Google, là, tu sais. Ben, en effet, moi, c'est probablement là que je commencerais si... Il y a comme quelqu'un, il y a un chirurgien quelque part qui te montre comment te faire la propre vaginoplastie. C'est la dernière chose, je ferais ça, Google. Sur YouTube. Le seul tutoriel que je vais jamais faire, c'est ma propre opération. L'écouterais-tu, par exemple? L'écouterais-tu. J'ai vu récemment, là, c'est comme un dentiste, ils disent russe, là, mettons la caption, ça peut être n'importe quoi, mais qui s'arrache lui-même ses dents de sagesse, mais il gèle puis tout. C'est hallucinant, mais tu sais... Attends, tu sais... Ça pourrait être utile dans certaines circonstances. Ben, ça a été utile dans cette circonstance. Plus que le changement de sexe. Il a sauvé 200 roupies, là, je veux dire. Ben... Mais par rapport à ça, là, le fait de pouvoir voir les anciens puis les maîtres de l'humour à travers l'Internet, est-ce que vous avez vu une progression, tu sais, parce que dans le monde du skate, dans le monde des sports extrêmes, ça a beaucoup joué, mais dans le monde de l'humour. Je pense que, tu sais, si tu fais l'analogie avec le sport, il y a des grands sportifs, puis les gens disent, est-ce que Wayne Gretzky serait genre capable de jouer dans la NHL aujourd'hui? J'entends souvent ces spéculations-là. Est-ce que Michael Jordan, il battrait LeBron James? Tu sais, ces grands-là. En humour, t'as les Chaplin. Mais Chris Chaplin, il est drôle
any fucking time. Pour vrai, je te jure. Là. Il y a du monde Oui, en pas humour, d'accord. il y a du monde drôle. Je suis sûr qu'il y avait des hommes... C'est sûr, il y a certains qu'à Saint-Lazare, au bar, mettons, il fait un 15 minutes, tout le monde fait comme genre, bouh, man, Chaplin. Non, je pense que non, man. Je pense qu'il fait tout au bordel, genre, avec juste 2 fourchettes et du pain. Mais attends, je pense qu'il y avait des hommes des cavernes... revient des morts, je pense qu'il y avait des hommes des cavernes plus drôles que nous. Et l'humour n'a pas rapport avec l'époque où est-ce qu'on est. Par contre, c'est juste les moyens qui changent. Mais est-ce que tu penses qu'il y aurait une certaine objectivité au drôle? Y aurait-tu dans l'absolu, dans l'univers, à quelque part, une forme de gradation de qu'est-ce qui est plus drôle? Ça prend une forme d'intelligence. Je pense pas que les organismes unicellulaires ont de l'humour. Ça prend comme... Il faut que tu comprennes la réalité puis être capable de placer quelque chose juste un peu à côté. T'sais. Mais ça prend aussi des référents. C'est ça, hein, des référents culturels. C'est assez drôle. T'sais. Le référent, c'est que quelqu'un se fait mal. Puis c'est pas toi. Ouais, mais il y a un genre d'humour universel dans le fait de glisser sur une peau de banane, puis juste... C'est voir quelqu'un se faire mal, ça a toujours été drôle. Oui, exact, mais en même temps, l'humour, aujourd'hui, on a l'impression que c'est tellement rapide, c'est tellement sur une finesse des dernières actualités. Ben, finesse dans le sens de précision culturelle. Tu veux juste te faire comprendre. Fait que le référent fait partie des stratégies pour te faire comprendre, mais... Tu peux aller dans... Il y a des humours qui, tu sais, des pets puis des chutes. Moi, je peux pas être d'accord avec ça parce que de dire ça, c'est comme de dire tous les bébés sont beaux. Il y a quelque chose de comme... Non, mais, tu sais... tous les bébés sont laids. On va se dire ça pour se rassurer, mais c'est tellement... C'est pas juste culturel puis c'est pas juste les références. C'est une affaire où est-ce que, tu sais, comme tomber sur le cul, c'est pas tout le temps drôle. Là, présentement, mettons, là, on est rendu tellement... c'est pas toi, oui. Mais c'est rendu... Si c'est prévisible, c'est plus drôle aujourd'hui. C'est sûr et certain. Si c'est pas... Quelqu'un qui se fait bien puncher dans les gosses, là, un bon coup dans les noisettes. Là. Moi, je pense que c'est plus drôle si tu t'y attends. Les gens sont rendus wise. Il faut être smooth en crise pour faire des bons gags aujourd'hui. Il faut être vraiment plus smooth qu'à l'époque. Puis à l'époque, mettons, c'était comme un... Hey, le gars, il est rentré chez sa belle-mère, puis ha. Tu sais, c'était comme installé, c'était télégraphié qu'on allait faire une blague. Ça, tu sais, Chris, j'ai pas dit que l'humour n'a pas changé. Attends, je pense qu'on est d'accord. L'humour, le stand-up a évolué et est plus fort que jamais, comme l'impro, comme tout. Mais je dis juste que le drôle, le charisme derrière cette affaire-là a toujours existé. Puis il faut pas non plus diminuer le fait que du drôle, c'est drôle, mais souvent le côté référentiel, puis le beat de notre société fait que le style change et évolue, pour le mieux. Là. Oui, puis je reste bloqué là-dessus. Mettons, comme mais tous les bébés sont beaux. Aujourd'hui, au bordel, les gens, mettons, ils le voient arriver, ils font « Ah, je sais où ça s'en va ». Puis ils sont déçus déjà tout le long. Mettons, comme il y a quelque chose de... Non. On est beaucoup plus proche T'as-tu vu Chaplin, Louis? Oui, j'ai vu Chaplin. C'est un virtuose. Mais t'as-tu vu, mettons... T'as-tu vu au bordel? Quelqu'un se planter au bordel. Je vais pas nommer de nom. Mais Mike Patterson au bordel. Non, mais Mike Patterson, non, il justement, il est surprenant. Il est surprenant, non, Mike. C'est une joke que j'adore, Mike. Il y a quelque chose il y a une exigence qui est là, qui n'était pas là à l'époque. Juste vous dire, là, le stand-up qui évolue, ça, un gars que je veux shout-out, c'est Anthony Montreuil. Allez le suivre sur Instagram, Mike Dallas. C'est le gars qui me fait le plus rire sur Internet. Ce gars-là, il fait du stand-up. Asti, man, j'étais en show avec lui à Saint-Jérôme. Je faisais headline, puis lui, son show, à un moment donné, il fait semblant qu'il mange des épées, puis il vomit pour vrai sa scène. On est dans un petit bar à Saint-Jérôme, et il pioque sa scène. Il vient de caler du V8. Les gens comprennent pas, ils parlent, ils crient, ils vomissent. Il parle de sa grand-mère. C'est malade. C'était une perf, là. Puis il fait un show qui s'appelle Hamburger. c'est juste des stunts. C'est le Kaufman. Je le vends comme ça, c'est plate, mais c'est le Kaufman. Il vomit à chaque fois. C'était. Mais là, c'est Anthony Montreuil. Anthony Montreuil est plus real. Gab d'Almeida Fettas, il est rendu à OD, puis il fait des films avec Dolan. C'est vrai. Vendu. Est-ce que vous avez l'impression que... l'humour, il y a comme une limite qu'on ne pourra plus dépasser à un moment donné, de comme un peu les fameux tabous. Il y a toujours la notion que les nouveaux humoristes vont s'attaquer aux nouveaux tabous. Puis est-ce qu'à un moment donné, ça sera pas justement original de revenir à faire des jokes supra de base, mettons, mettre en scène à nouveau, de la façon... Que le nouveau tabou, ça soit de se censurer, mettons, ça soit qu'on fait un full circle. Ben, un peu que moi, des fois, quand j'observe, c'est une mouvance générale, mais des fois, j'ai l'impression que certains jeunes humoristes sont convaincus qu'il faudrait qu'ils soient vulgaires, par exemple. Il faudrait qu'ils soient un peu trash pour attirer l'attention. Ça, c'est juste des mécanismes. Au départ, quand tu commences à faire de la scène, que ce soit de l'impro ou de l'humour, tu
cherches ton style, puis tu veux aller provoquer du rire d'habitude. Puis, en tout cas, je pense que pour bien du monde, c'est que tous les moyens sont bons. Ben, le punch, au début, on tombe là-dedans, par exemple. C'est que t'affûtes un peu juste, c'est quoi, comme, qu'est-ce qui marche, puis comme, tu qualifies souvent la qualité, puis ça, c'est un défaut, je trouve, de l'humour, c'est que les gens qualifient la qualité au rire tout le temps. Hey, j'ai eu une clap, j'ai eu tant de claps, j'ai eu un standing, ça rit beaucoup. Non, tu comprends? Oui, mais c'est la maladie de la clap. Ça, c'est une affaire, c'est une grosse maladie. C'est la gangrène de l'humour. Okay. La maladie de la clap, c'est simple. C'est qu'en humour, mettons, les gens associent le public qui applaudit au complet à « ils ont trouvé ça drôle ». C'est un rire, trouver ça drôle. C'est pas un clap. Ça a zéro sens. Le clap, là, c'est devenu comme genre la nouvelle monnaie. C'est le dollar américain de l'humour. Mais tu clapes souvent des gags politiques ou des longues tirades virtuoses comme... Ça veut pas dire que c'est drôle. Fuck, Charest! Puis là, tout le monde fait Attends, il n'y a aucun rire. Personne rire. Même un rire de fond de salle, quelqu'un qui fait comme genre, mon Dieu, c'était drôle, puis je suis tout seul. Mais oui, non. C'est juste tout le monde qui applaudit parce que c'est installé. Mais il y a des gros gags qui ont des claps. Ça, t'es pas fan de c'est l'argent monopolé de l'humour. Louis, il en a jamais eu, c'est pour ça. Non, j'en ai déjà eu. Puis à chaque fois, j'ai une clap, mettons, je feel un peu comme genre, ah non, man. Parce que le but, c'est de faire rire. Le but, c'est de faire rire all the way. Tu veux qu'il ne soit pas capable de se retenir de rire. Une clap, c'est de dire, je comprends où tu allais. C'est dégueulasse. Non, je suis pas d'accord. Louis est trop... Non, man. Arrête de taper sa table, sinon. Excuse-moi, c'est vrai, les micros, ça n'a pas de sens. Je suis désolé. Mais fais ce que tu veux, mais t'as pas. C'est ça, c'est... Les coulisses des galas juste pour rire, tout ça parle de clap tout le temps. Puis je suis comme, man, une clap, c'est pas un rire. C'est une clap. Certes, les gens t'ont trouvé grandiose. Mais est-ce que j'avancerais une analogie, tu sais, de plus en plus dans la musique, dans l'événementiel musical, les gens vont chercher le turn-up ou le mosh pit, tu sais, que ça serait comme un peu le symptôme que ça a vraiment enlevé, tu sais. Si le monde, à un moment donné, se sont pas mis vraiment à se rentrer dedans puis à amener l'intensité physique au total, ça veut dire qu'ils n'ont pas de temps de triper, mais au contraire, c'est peut-être, tu sais, des fois, ils étaient dans leur tête, ils étaient super concentrés puis ils tripaient à fond. Moi, je vais y aller avec un truc clair. C'est que le rire, c'est indéniable. Qu'est-ce qui arrive en ce moment? Par exemple, mettons une pièce de théâtre plate et une pièce de théâtre intense et bonne, tu as la même réaction du public. Ça. Ouais. T'écoutes. Un show d'humour drôle puis un show d'humour pas drôle, tu as des réactions inverses. Fait que c'est comme si, en humour, étant donné qu'on s'entend que l'humour est là pour faire rire, si tu n'as pas le rire quantifie vraiment la qualité. Et c'est là que ça pervertit ou ça des fois plein d'aspects de cette affaire-là. Que tu quantifies la qualité avec l'efficacité. Et des fois, ça rapporte, des fois pas du tout. Je pense qu'un bon show d'humour, en tout cas, moi, je suis là pour rire. Je veux apprendre, je veux avoir des formes originales. Mais quand je vais avoir un show d'humour, moi, je suis un fan de comique. Je veux rire, je veux des gags. Imagine, mettons, genre, un battle hip-hop, t'es là, tu participes, et ta réaction de la foule que t'attends, mettons, après une line, c'est « Oh! » C'est ça que tu veux. Tu veux que le monde fasse comme tabarnak. Puis, tu sais, plus qu'ils sont dans le « wow », oh, mais s'ils font comme... Imagine, si tout le monde faisait... tu fais comme « C'était si poche que ça, » Non, imagine si tout le monde fait « Hein? Oh! Ils comprennent juste pas. Explique-nous! Ça serait comme une réaction diplomatique, un peu. C'est ça, c'est problématique là-dessus, parce que c'est comme si t'es rendu une entente sociale. Genre, je suis pas d'accord, Louis. Tu es un humoriste établi, on va applaudir. Je suis pas d'accord. T'as une idée trop arrêtée sur la clap. Mais explique-moi la clap. La clap, c'est bravo. Puis bravo. Mais ça serait-tu pas? Mais si elle est pas non, mais je l'ai dit tantôt, mais il y a des formes de joke que c'est des claps, des envolées lyriques virtuoses, des gags politiques plus convenus. Mais je suis d'accord que... on est un petit peu d'accord, finalement. Oui, mais il y a des claps sur des estis de bons gags. C'est ça que t'as oublié. Une claque suivie d'un rire. Moi, j'ai des claps sur des bons gags, Louis. Oui, je sais. Puis je te dis, dans un certain sens où j'ai fait de l'humour, puis j'ai eu des claps, là, mais à chaque fois, je faisais comme... Il semble que mon but, c'est pas le clap, c'est le rire. T'sais. Puis en tout cas, c'est très niché comme conversation. C'est très niché, finalement. Personne ne comprend ça. Dans un party de famille, si les gens rient ou applaudissent, ben bravo. Les deux cas, c'est très bien. Si applaudissent, c'est weird. À Noël, hey! Ouais. C'est weird. Tu sais, tantôt, on parlait de ça dépend. Si je vais me marier. C'est comme dire merci quand quelqu'un te dit je t'aime. Tu sais, c'est ça, le clap? C'est comme complètement. C'est ça? Tu dis merci quand quelqu'un dit T'as osé faire ça. Je sais pas, mais l'analogie avec les shows de rap, les mosh pits, je sais pas. Écoute, je pense que c'est le fun de voir que ton public réagit d'une manière non ambiguë. Tu sais, si dans un show de rap, mettons, tu fais ton gros banger, puis que
tout le monde genre regarde à terre ou valse. T'es comme, what the fuck, man, on les a perdus, là. Ah, s'ils valsent, moi, je vais triper bien raide, là. C'est garanti. Si les gens valsent dans ça. S'il y a un show, est-ce que les gens pourraient valser, c'est à la claire, mais il faudrait que vous fassiez, OK, là, c'est comme... un bon beat en 3, 3-4. Vous avez des tonnes en 3-4 à la claire? Y a-tu une tonne en 3-4 à la claire? Sûrement, ça se peut. Ça se peut sur un bâton de plus de 100 tonnes. Si vous le savez, appelez-nous, puis gagnez le merch du Gagner podcast. un clap. C'est quoi le nom de ton podcast? La Voix du Bas. La Voix du Bas? La Voix du Bas. Bonne idée. Sur les ondes de Radio-Bas-Canada. La Voix du Bas. Mais moi, je me demandais, là, tantôt, on parlait de la précision culturelle qu'il faut avoir là, pour faire de l'humour qui a du sens ou qui marche. Le référent, disons. Ouais, exact. Y a-tu des trucs qui sont à la mode? Genre, en ce moment, y a-tu des modes? Puis c'est quoi en ce moment la mode? Le fisting. En porn ou en humour? Excuse-moi, peut-être. Les deux. Parce qu'en humour, on le est presque fisting. sorti de la phase anecdote, je pense, là, tu sais, mettons... C'est quoi ça? Non, une fois, j'étais au bar. Je suis pas d'accord. On est dans la bite anecdotique, en fait. On est dans la bite de comme je te raconte quelque chose, puis c'est, mettons, mais avant, c'est l'anecdote, mettons, Pur et dire, ben, le Jean-Marc Parent. Je vais juste te parler. Ouais. Je te jase dans mon week-end. Tu vas rire tout le long parce que je suis un gars funny. Mais... C'est vraiment comme si on était sur mon balcon, puis je me suis acheté un bateau. T'as-tu 20 minutes? Je vais te compter ça. Et ça part. C'est grandiose, ça marche bien. Là, ben moi, si c'est hot, ton histoire, je veux t'écouter me parler de... Tu sais, moi, je suis pas élitiste, surtout sur les styles d'humour. Là. Moi, tu peux me faire rire avec genre n'importe quoi. Là. Charlie Chaplin. Je suis vraiment ouvert au style, puis même que j'apprécie plus les gens qui font un humour, tu sais, genre physique. Moi, je suis pas très physique. Non. Quelqu'un qui va me faire rire avec son corps, là, tu sais, chapeau. Comme Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, Michel Courtemanche, Antoine Vézina, mes 3 préférés. Il est très corporel. Il est physique à fond, Vézina. Pour vrai, oui. Puis, mais aujourd'hui... Non, mais il est précis. Oui, mais là, il est précis comme genre... C'est pas Pierre-Luc Funk, non, mais pour vrai, il est très précis. Ouais, mais Louis, tu dis, on sort de l'anecdotique, on est rendu comme mettons, toi, tu dirais ça, que dans... Mais là, je pense que... Ben, en fait, Arnaud, il le voit plus que moi là-dessus. Je ne vais pas voir souvent les soirées d'humour, mais récemment, ce que j'ai vu, c'était beaucoup le... Je vais vous raconter quelque chose, puis ça va me servir de levier pour faire des gags. Au moins, il y a des gags. Le stand-up que je vois dans les bars est quand même très pur. Je pense que Netflix a beaucoup inspiré cette génération-là qui voit plus de shows en ligne qu'en salle, parce que Chris, on n'a pas 60$ à mettre pour aller voir Louis-José, whatever, mais tu sais... donc, le style est vraiment stand-up américain, moi, je trouve, dans les bars. Sauf que c'est galvaudé, ce terme-là, parce que qu'est-ce que ça veut dire, stand-up américain, puis tout ça, dans le sens où... Non, t'as raison. On dit stand-up américain, mais... On dit stand-up américain pour dire, ben, ils font plus de personnages. Non, mais ce que je veux dire, c'est des short bits, un petit peu dans l'observation, un petit peu dans le vécu, des trucs du quotidien. Moins conceptuels. Des trucs modulaires, avec des liners quand même. Interchanger potentiellement. Les thèmes communs, évidemment, blocs, le gym. Mais maintenant, de plus en plus... Avoir 26 ans, puis les végétariens, là, tu sais. C'est un peu ça, là. Moi, j'ai 3 excellents bits là-dessus, d'ailleurs. Mais... tu sais, les gars de 26 ans, en tout cas, je partirai pas, mais... J'allais pisser, mais le one-liner est moins populaire aussi ces temps-ci. On est plus dans les bits, en fait. Là, les bits, c'est ça. C'est pour ça que je dis stand-up américain, comme... C'était pas tout à fait ça. C'était plus du liner à l'époque, mais... Bref. J'ai-tu le droit d'aller pisser? Oui. Mais pisse là-dedans. Ah, mais là, c'est même trop petit. C'est vrai. Parce que Gilles Bambou s'en va sortir son gros arbre. Ça, pour les jeunes à la maison, c'est un callback. Vous pouvez faire un clap. Vous pouvez faire un clap à la maison à ce moment-là. Nicole, imagine une fille qui s'appelle Nicole Back. Nicole Back comme back, B-A-C-H. Nicole Back. Arnaud, toi puis Louis, vous êtes les frères Camille. On est encore live? Oui, tout à fait. Okay. Ben, live, oui. Ouais, live. Diffusé en live, absolument. Louis et moi, on appartient à vous êtes les frères Camille, un duo, une équipe d'impro flottante, mythique, invaincue. Les frères Camille. Les frères Camille, c'est ça. Tu peux-tu un peu, pendant que Louis tient son bambou? Ben d'abord, je veux juste dire que Louis est le meilleur joueur des frères Camille. Il l'avouera jamais, mais il est beaucoup plus fort que moi. Ça, c'est une première chose. Non, c'est une équipe d'impro. Pourquoi il est meilleur? Ouais. Plus constant. Plus constant? Plus drôle, peut-être. Je sais pas. Peut-être que son refus d'accepter le clap, il veut juste le... Non, il comprend des affaires, j'ai pas compris. On parle des frères Camille, en fait. Je voulais savoir... On parle des frères Camille. Les frères Camille, c'est né comment? Je suis en train de te vendre. Je dis que Louis, on a fait un tournoi à Victo. Victoriaville, ouais.
qu'on a gagné haut la main, je te dirais. C'était un tournoi d'impro, puis toutes les équipes étaient complètes et Louis et moi, on était juste 2. Fait que déjà, c'est très baveux comme attitude d'arriver dans un... C'est comme si t'arrives dans un tournoi de sport, puis toutes les équipes sont complètes, puis là, il y a 2 gars qui sont comme, on va vous battre. Et on les bat. En effet, mais c'était vraiment cool. Puis Louis, j'ai jamais vu quelqu'un en feu comme ça, je pense, dans un tournoi. Non plus, mais... Est-ce que les frères Camille, quand vous jouez, vous portez systématiquement une camisole? Une camisole avec... Moi, j'ai une camisole où est-ce que j'ai un modèle réduit d'Arnaud sur la camisole qui porte une camisole avec de moi Louis. Plus petit, c'est un effet de Rost. Comme un Inception. Et moi, sur ma camisole, il y a Louis qui porte une camisole de moi. Ouais. Donc, l'inverse exact. Deux miroirs infinis. Ouais. Donc, ça, déjà, c'est intéressant. C'est déjà très méta. Mais c'est né à Toronto, en fait. Oui, Louis et moi, on a voyagé, puis on portait des camisoles ensemble dans un groupe d'amis, puis les gens se sont mis à nous appeler les frères Camille. Donc, dans un voyage à Toronto? À Toronto, puis ensuite au Vermont, je pense. Oui, parce qu'en fait, c'était à Toronto que ça a commencé parce qu'on était trop habillés pour la chaleur qu'il faisait là-bas au moment où on est arrivé. Puis on était rentré genre dans un espèce de Old Navy ou un truc de même. Puis spécial sur les camis, mais tu sais, les wife beaters, là, les blancs. Fait que... Et des genres extra small. Je me rappelle, Louis et moi, on n'était pas gros. Mais il était à l'époque, c'était serré. C'était serré. Okay. Genre des minuscules camisoles d'enfants. Puis on a assumé le voyage avec tout le monde tout le long. Les frères Camille. Est-ce qu'elles ont jauni? Non, c'est pas les mêmes. Non, là, on les a changés. Vous les avez changés. Okay, c'est bon. C'est un rappel. Donc, c'est une équipe d'impro. Est-ce que vous avez un fantasme de genre les frères Camille qu'ils aimeraient affronter pour un peu régler une fois pour toutes? Pour l'impro, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont proposé de faire des frères Camille qui ont 2 autres personnes. Puis on dirait que moi, c'est pas ça l'idée des frères Camille. Est-ce qu'on pourrait le faire au Punch Club? Vu qu'il n'y a pas de règles? Il n'y a pas de règles. Ouais, mais attends. Si Virginie peut pas. Si on le fait au Punch Club, je veux qu'on joue contre genre 5 personnes. Il n'y a pas de règles, tu sais. Ça peut être une entente entre. C'est que c'est salaud, man. Parce que ce qui est drôle, c'est que quand tu arrives pour ou dans un man-to-man, tu sais, Louis il va faire un man-to-man, c'est les frères Camille contre un, tu sais. Mais honnêtement, quand tu arrives dans un match d'impro à 2 pour 5, ce que ça dit là, de ton attitude, c'est que tu fais on est vraiment meilleur que vous. C'est baveux, mais c'est exactement ça, baveux. La base même des frères Camille. C'est tout ce jeu-là, Punch Club de Louis et moi, on n'est pas battable. Puis notre slogan, c'était on va venir vous péter dans votre ligue. Fait qu'on affrontait des ligues d'été et on venait juste les péter. Genre les battre 10-1 chez eux. Il n'y a pas une équipe qu'on n'a pas pété, en fait. Donc, il y avait tout ce côté-là compétitif. J'adore cette drôle, et on dirait que le public embarquait dans cette... Mais le désavantage numérique en improvisation, c'est un avantage hallucinant. Le public te voit, ils regardent juste, toi, ils sont, tu sais, puis à la limite, je peux donner ça à toutes les équipes qui nous ont affrontés, mettons, c'est le fait que ils perdaient au moment où on était nommés, mettons. Puis pas parce que nous, on est nommés, là, parce que parce qu'on a un handicap. C'est sûr qu'on les aime plus. Si tu as le choix, là, puis de voter entre un handicapé ou quelqu'un de pas handicapé, puis les deux, ils sont bons. Tu votes pour l'handicapé. Avant leur égal. C'est pour ça que j'invite tous les gens, la journée des élections, à voter pour le candidat le plus handicapé. Ta logique est implacable. Il faut toujours voter pour les handicapés parce qu'ils l'ont plus tough. Manon Mancé, elle marche avec une canne. Elle n'est pas handicapée. C'est vrai, elle a un cheveu de rétablissement. Shout-out à Manon. Shout-out à Manon. Je vais la rencontrer, je vais être à la soirée, t'es encore jeune demain. Ah, chanceux. Ouais. C'est-tu demain? Samedi, vendredi. Ben, j'ai hâte de voir Manon. Pourquoi? T'es sarcastique? Non, vraiment, je rêve de la rencontrer, je la regarde à la télé, elle a l'air d'une sainte, j'ai le goût de mais c'est que t'habites pas dans Sainte-Marie-Saint-Jacques parce que tu l'aurais déjà rencontrée, c'est vraiment une politicienne du peuple, mettons. C'est une fille qui se promène dans la rue pour vrai puis qui va voir les gens puis tu fais... Moi, j'ai habité là pendant 7 ans, genre, puis ça a été mon premier, puis écoute, je veux pas parler de politique, puis je veux pas m'impliquer dans ce que je pense ou pas, là, tu sais, mais... Ben, implique-toi donc. Non, mais parce que le monde, ils sont weird quand tu me parles, tu sais. Ouais. Moi, j'haïs ça. Reste que, mettons, genre, cette femme-là, je l'ai rencontrée souvent, elle me parlait souvent, c'est vraiment quelqu'un qui est là, pour vrai. C'est impressionnant, pareil, là, que ton député, tu le rencontres. Mais je pense qu'il y a plus de politiciens de terrain qu'on le pense, et il y a comme une espèce d'atmosphère ambiante et très cynique sur la politique, que je comprends tout à fait, parce que personne ne croit au mode de scrutin, personne ne croit en toute cette affaire-là. Et c'est extrêmement blasant de voir que rien change et que c'est les mêmes vieux partis au pouvoir. Mais dans les faits, il y a des politiciens extrêmement actifs et ces gens-là sont des héros parce qu'ils veulent vraiment faire changer les choses. Puis ça passe par le communautaire, ça passe par le petit souvent. Et après ça, tu essaies d'amener ces idées-là dans les grandes chambres. Est-ce que vous vous considérez optimiste ou pessimiste par rapport à la politique? Est-ce que vous vous considérez comme plus ou moins
enchanté d'un projet de société, quelque chose comme ça, en dehors d'une affinité partisane? Est-ce que votre rapport à la politique a changé? Vous sentez-vous... On est à peut-être le spécial, on est à quelques jours du 1er octobre, des élections. En ce moment, est-ce que vous êtes-vous excité de voir ce qui se passe ou avez-vous l'impression que c'est le bon vieux statu quo qui se poursuit anyway? Toujours excité. Optimiste et à la fois extrêmement impuissant. Dans le sens où je suis un gars optimiste dans la vie, puis je pense que je suis positif, puis j'attends le meilleur des gens, et après ça, on est souvent déçus par plein d'affaires, mais surtout impuissant dans le sens où il va y avoir un parti élu, puis that's it. Puis moi, je mets pas de temps en politique, puis je vais pas dans des assemblées, puis après ça, je me sens mal des fois de ne pas être plus actif, mais je subis. Mais je fais d'autres affaires. Moi, je fais de l'art, puis j'imagine que ça peut changer les choses pour du monde. Mais en tout cas, je m'accroche à cette idée-là, mais ben impuissant. C'est plate. Mais... Non, c'est normal. Je pense que tout le monde se sent un peu de même. Moi, je dirais, le problème, c'est que je suis tellement angoissé dans la vie, ça, que la première fois, puis c'est rendu normal de se faire dire « il est trop tard ». Puis on se le fait dire à tous les jours, genre. Mais moi, la première fois qu'on a dit « il est trop tard », j'y ai cru. Là. Fait, je sais déjà, mettons, je suis dans une espèce de... On l'a dit tantôt, chaque jour est un miracle. Là. Je me lève le matin, je suis comme tabarnak, man. On a encore fait un pas de plus. C'est cool, tu sais. Mais il est trop tard, dans ma tête à moi, d'angoisser, mettons. Fait que j'espère. Tu veux dire par rapport à une dette écologique, par rapport à la situation du monde, sur toutes les lots. On est en train on est sur du temps emprunté pour moi, mettons. Fait que je me dis, go. Ben, c'est fini pour une affaire, tu sais. Puis après ça, je pense que la grande question, c'est. Honnêtement, là, nous, on le sait qu'on le vivra pas, ça. C'est-à-dire, ça s'en vient, puis ça sera pas nous. Peut-être nos enfants, peut-être les leurs, peut-être les leurs. Mais il y a beaucoup de... Peut-être, je vais continuer longtemps. T'es en train de citer des générations, Chris. Tu sais, honnêtement, mon arrière-grand-père, il a labouré la terre. Ouais. Mon grand-père, il avait un hélicoptère. Ouais, exactement. Mon père... C'était un coléoptère. Mon père a crossé un dromadaire, et puis... Et toi, t'es arrivé à ça. C'est ça. Puis j'ai l'air de Hitler. Ouais. Non, je suis pas très bon en rime en R. Bref, mais où c'est que je m'en vais avec ça? Avec les gars, on vague. Pas peur, ouais. Non, mais en parlant un peu de l'état de la politique, parce que moi, en tant qu'artiste, vous faites de l'humour, moi, je fais de la musique, je fais une couple de trucs différents, mais par rapport à ce constat-là, moi, c'est dans la vie, l'idée que mon rôle musical, mon rôle dans la société par rapport à ce constat-là, que moi aussi, je relate avec. Là. Mm-hmm. Il y a une notion de trop tard. Puis, mais trop tard. Pas trop tard pour changer les choses, mais trop tard dans le sens de se dire, on est tous un peu confrontés à des faits qui nous sont bombardés sous toutes les plateformes de nos jours par rapport à l'état des choses, que ce soit d'un point de vue écologique, que ce soit d'un point de vue des crises économiques, de notre dépendance au pétrole, etc. Je veux dire, la liste est longue de... Puis quand je dis trop tard, pas dans le sens qu'aucun changement est possible, pas dans le sens qu'il n'y a pas des solutions à explorer, plutôt que c'est un état d'esprit. Il y a un état d'esprit dans lequel on est plongé. Globalement, j'en ai l'impression qu'il y a une ligne qui a été dépassée, puis on n'est pas en train nécessairement de se revirer de bord instantanément. T'sais. Moi, j'ai l'impression que l'artiste dans tout ça, je me suis des fois demandé, son rôle, c'est plus de divertir les gens pendant que le bateau il coule un peu, pour rendre cette vie quand même agréable. L'orchestre qui continue à jouer. Ouais, l'orchestre qui continue à jouer, ou est-ce que l'artiste a en quelque sorte le rôle du politicien? Pour faire la métaphore parfaite, est-ce que t'es le quatuor à cordes sur le Titanic pendant que tu coules, ou est-ce que t'es le iceberg? mais non, mais tu sais, c'est parce que non, mais la question est bonne. Mais tu sais, cette idée-là de il est trop tard, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi deux manières de l'aborder et un spectre de possibilités entre ces deux-là. Mais c'est comment est-ce que tu te laisses affecter par ça? Puis moi, ça fait que à un point, je suis sensible, puis à un point, plus je m'informe, puis plus je suis déprimé, ben volontairement, j'arrête de lire sur des trucs, par exemple des enjeux écologiques qui me dépriment. La guerre, tu sais. Pourquoi est-ce qu'on parle pas plus de la guerre? C'est déprimant en tabarnak, penser qu'il y a des enfants qui meurent partout sur la fucking terre, que voir des photos de genre la faune détruite par nos piles de plastique. Man, c'est fucking heartbreaking. C'est bien plus facile de pas le regarder puis de chiller à côté. Fait que, tu sais, je le comprends, ce réflexe-là. Puis oui, souvent, l'humour puis l'impro, c'est une manière de oublier à quel point la vie, c'est fucking
fragile, puis on va perdre tous les gens qu'on aime, puis la vie, c'est de la merde. D'enlever un peu de stress, c'est sûr et certain. Moi, je suis... Mais la vie est belle, tout le monde. Tu sais, mettons les vidéos YouTube que Arnaud fait, là, tu sais, nombre de personnes qui l'ont écouté une journée où est-ce que tu fais comme genre tabarnak, genre telle situation me fait chier à la job, ça me fait chier tout ça, puis là, genre, ils ont turn on une vidéo d'Arnaud, puis ça fait un... Puis là, tu sais, tout a changé, mettons, ça fait partie de ça, la soupape, mettons, du... J'ai juste pas envie, tu sais, de penser à mes affaires. Moi, c'est le plus beau commentaire, là, tu sais, genre, hey, genre, mettons, on reçoit ça, là, comme des commentaires, genre, je vais pas bien en ce moment, puis ton vidéo m'a fait du bien. Basically, ça, c'est le fun de se le faire dire. Clairement. Ça donne un sens un peu. Il y a la soupape, le baume, genre, sur un quotidien qui peut être difficile, mais il y a pas quelque chose de subversif aussi dans l'humour? De genre, tu sais, quelque chose de comme... Hey man, j'ai pas à me prendre autant au sérieux, ou ben, tu sais, je peux réinventer mon rôle, je peux comme... C'est le rôle du clown, je pense, d'être subversif. Après ça, on l'est de moins en moins, j'ai l'impression. Il y a 1000 raisons pour ça, là. Que ce soit les commanditaires Instagram ou peut-être, j'ai l'impression que l'humour est apolitique plus que jamais. La société l'est probablement aussi. Parce que, tu sais, pour moi, l'humour, c'est un genre de miroir de la société, là, tu sais. Tu regardes... dans l'histoire de l'art, les mouvements, ils suivent un peu ce qui se passe. Là, c'est tout le temps des réponses, des réactions. L'absurde, c'est une réponse à la guerre, parce qu'à un moment donné, il n'y a rien qui fait du sens. Fait que les styles en humour, c'est tout le temps ça, c'est à savoir est-ce que l'art vient avant, est-ce que l'art est à l'avant-garde de la société ou la société est à l'avant-garde de l'art. Mais c'est tout le temps... Non, mais c'est vrai, c'est tout le temps ce jeu-là de questions-réponses entre qu'est-ce qui se passe, puis l'art est un genre de miroir qui distorsionne cette réalité-là. Fait que... encore une fois, je m'égare. Mais tu disais qu'on a une époque où, si on veut, les choses sont moins politisées, mais même la politique l'est, on dirait moins. La politique est moins politique. La politique est moins politique. C'est comme un statement absurde, mais je le pense vraiment parce que, tu sais, t'as des slogans qui veulent rien dire, tu sais, En Marche, on veut du changement, tu sais, This Weekend, ça veut rien dire, là. Rendre la vie des Québécois plus facile. Sérieusement. C'est des choses qui ne veulent rien dire, là. Sérieusement. Tu peux pas le lire en pensant à sérieusement. C'est juste comme sérieusement. Sérieusement. Sérieusement, le PQ, c'est mon parti. Sérieusement. Sérieusement. C'est le pire crise de slogan. Imagine si le slogan était trop fucking précis, genre oui, moins de taxes foncières pour un Québec. Plus riche. Pour un Québec. Non, mais. OK, drop quelqu'un. Fiscal. Admettons, si tu prends quelqu'un qui connaît rien de la société québécoise, OK, mais il parle français, mettons. Un Québécois. Tu fais juste. Tu fais juste voir les pancartes électorales. Tu peux rien savoir sur les partis. On a fait ça. Tu peux rien savoir sur les partis. Il y en a un qui dit sérieusement. Sérieusement. Moi, bleu, c'est ma couleur préférée. Il y en a un qui dit qu'il veut faciliter la vie du monde. Il y en a un qui dit le changement. Tu sais, mettons, t'as juste ça comme information. T'as aucune idée où les placer dans le spectre politique. J'ai une approche scientifique pour toi là-dessus, puis c'est weird en tabarnak, parce que moi, j'ai travaillé sur un show qui s'appelait Tester sur des humains il y a longtemps à TVA, puis notre idée, c'était qu'il fallait qu'on fasse des tests. Et il y a un des tests qu'on a fait réellement, où est-ce qu'on a pris des pancartes, des affiches politiques, mettons, de pays que, mettons, qu'on connaissait moins, puis ça, des affaires où on n'a pas suivi. Littéralement cette expérience-là. On a vraiment fait ça. Okay? Puis là, mettons, on présentait au monde, genre, toutes les affiches des candidats qui étaient là, des chefs seulement, parce que, tu sais, on tombe pas dans les députés, puis tout, de plein de pays, tout ça, puis on disait, selon toi, tu sais, pour qui tu voterais. Puis les gens votaient, puis tout ça. Et en majorité, les gens avaient voté pour la personne qui avait gagné, même. Ouais. Il y a quelque chose de très... Oh, wow. Là, tu fais... C'est quoi? C'est-tu juste ça? C'est-tu juste cette espèce de Ben, ça marche-tu juste de même, finalement? C'est un peu comme un boys band où est-ce que tu vas chercher le casting des gens, genre les Spice Girls ou la K-pop, là, que tu vas... La politique, c'est un peu rendu ça au niveau de l'image. Tu me diras, c'est pas que c'est ça. Du marketing. C'est souvent encore beaucoup... toute une game sociale, c'est des familles, la politique. Ben, puis Trudeau, c'est un exemple probant. Là, Chris... Pourquoi Justin Trudeau, il gouverne? Parce que c'est le fils de Pierre-Éliott Trudeau, uniquement pour ça. C'est nos Canadiens. On est-tu en train de dire que si les pancartes électorales s'étaient pas permis, le Parti vert serait au pouvoir depuis 20 ans? Non. Je dis que les gens seraient genre full rationnels. Parce que le marketing, c'est pas juste les pancartes, mais les pancartes reflètent tout le marketing qui se fait autour de la campagne. T'sais. Fait que je pense que
il y a quelque chose qui reste ou qui est déjà là, je sais pas. Mais il y a quelque chose de vraiment fascinant avec ça. Puis, nous, ça nous avait vraiment impressionné. Et là, vous pensez que ça marcherait avec la campagne de cette année, juste avec les pancartes? Ben, ça marche avec la campagne. Ça marche avec tout. Ça, c'est fou. Mais c'est niaiseux parce que, tu sais, mettons, c'est... Je rentrais pas là-dedans. Rentre pas là-dedans. Non, parce que c'est intéressant. C'est ça qui est... C'est polarisé que le Christ. Il y avait une pancarte, je sais pas si c'était vrai, j'avais une image comme d'une pancarte du PQ, je pense que c'était comme contre le recyclage, là, puis c'était comme une pancarte électorale. Pour moi, c'est tellement la source de recyclage. Comme, pas contre contre le gaspillage, pardon. Contre le gaspillage. Mais tu sais, les pancartes électorales, genre du plastique partout, puis t'es comme... C'est vraiment ça, les élections, genre plein de photos. Puis là, les gens sont comme « Hey, j'ai beaucoup vu sa face. Je vais voter pour lui. » Pourquoi tu montres la face des gens? Non, mais c'est fucké, man. Mais avant, on connu... il y a la face de lui partout, il doit être bon. Ça devrait être, en fait, des pleins-pieds à poil. Puis on fait comme genre, OK, je sais c'est qui, il n'y a plus aucun secret pour moi. Tabarnak, j'ai le bambou, man. J'ai le bambou. Il scorerait aux élections. Ça lui prendrait des ex-largest. Est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un qui arriverait en humour là, avec une position assez politisée, une approche assez politisée en 2018 au Québec? Il y en a. Puis pensez-vous que c'est bien accueilli en dehors de la position politique de la personne? Est-ce que c'est quelque chose qui est vu comme que c'est que c'est overcuit, que ça a trop été fait, genre de... Non, c'est difficile à défendre. T'sais, moi, je pense automatiquement à Fred Dubé quand tu dis ça. Puis moi, pour moi, Fred, c'est le gars qui est arrivé avec un angle politisé, en fait. Puis c'est pas de la politique comme le ferait, mettons. C'est pas un analyste nécessairement de la politique. C'est quelqu'un qui... C'est ça son sujet, c'est ça sa matière. Ouais. Puis c'est difficile à défendre, je pense. Puis lui a perdu des jobs là-dessus. Il a perdu, mettons, comme... Ah ouais. Mais automatiquement, puis Fred, c'est un cas, mais tu sais, l'humour politique... ça automatiquement ça polarise parce que quand tu es politique, tu prends un parti. Les Québécois ont quelque chose de très consensuel. Moi-même, je suis quelqu'un que je me rends compte avec le temps qui déteste le conflit, puis je me rends compte dans mon style d'humour, je suis pas très, très polarisant. C'est-à-dire, je suis pas nécessairement... j'amène pas des idées qui sont forcément radicales. Puis je pense que ça a rapport avec ma personnalité, mais ceci dit, au Québec, on dirait que les gens ils ont une approche un peu plus consensuelle dans les thèmes. Puis vous allez me dire c'est business parce que tu te dis si je parle de quelque chose qui concerne les 7 millions de Québécois, que tout le monde va être d'accord que je sais pas, un numéro c'est chat ou bien c'est char ou bien c'est whatever, tu sais un thème que c'est pas oui ou non, c'est juste un fait. Mais quand vous parlez d'humour politisé, c'est parler des politiciens, des partis, etc. Ou c'est s'engager sur les débats de société puis un truc plus militant, là, dans le sens où il y a quand même une ligne. Pas juste... Guy Nantel a un humour qu'on dit politique, mais il n'est pas super clair dans ses positions. C'est un peu à gauche, un peu à droite, ça dépend des gags. Il parle de politique comme d'une matière première, mais après ça, un gars comme Fred Dubé... George Carlin, c'est un humoriste politisé. Il est très, très à gauche, là, sur l'échelle, sur l'échiquier politique, genre, mettons. Très, très, très à gauche, là, il est anarchique, là, radical. Puis il fait de l'humour, donc c'est sûr que son idéal transparaît dans ses propos, c'est de ça qu'il parle. Son humour est 100% politique, mais il y en a peu qui font ça. Puis Fred, c'est pas très populaire. Puis moi, je l'ai vu, des numéros super intéressants, ça, dans des contextes comme le bordel, où est-ce que c'est pas tout le monde qui embarque, tu sais. Quand entre deux numéros de justement une anecdote de camping, puis des trucs plus safe, je dis pas que c'est pas bon, mais Fred, c'est ça, il y a une proposition vraiment plus... pour ça que edgy, puis ça marche pas partout du tout. Là, il vous en parlera. Là, parce que ça dépend de la foule qui est devant lui. Le number reste le même. C'est une belle proposition qui arrive avec, puis dépendamment de ce que tu penses dans la foule. Mais s'il se plante, au moins, je trouve qu'il y a le mérite d'avoir comme choqué des gens qui ne pensaient pas comme lui, fait d'avoir peut-être changé les affaires. À la limite, à la fin du show, les gens se rappellent plus de lui que des autres qui ont eu des claps. Il en parle plus après. Parce que ça peut reconduire la discussion. Donc, l'humour peut avoir plusieurs fonctions. Tantôt, tu parlais de la spécificité québécoise là, de l'humour. Là. Est-ce que... Pourquoi les Québécois... Pour revenir à l'impro, pourquoi les Québécois gagnent? C'est quoi la différence qui fait que quand il y a des internationaux,
Les Québécois ont souvent gagné l'impro. À l'impro? Ouais, on a inventé le jeu. Il y a ça. Non, mais en différence culturelle, est-ce que vous riez quand vous regardez des stand-up comiques français? Puis... Moins, mais oui. Il y en a des bons. Mais pour vrai, moins. Ceux sont moins bons, même eux vont vous le dire. Objectivement. Je te jure. Ceux qu'on trouve le plus drôle sont hyper américanisés. C'est Gad Elmaleh, mettons, comme c'est du monde. Non, mais là, il y a une nouvelle génération. Moi, Roman Fressinet, Farid. Qui sont américanisés à fond. Ah, dans ce sens-là, oui, absolument. Qui sont pas dans la ligne du stand-up français. Mais je pense qu'on a le même rapport dans le rap. C'est-à-dire que France... les rappeurs français que j'ai vraiment appréciés dans ma vie, c'est les rappeurs qui maîtrisent bien les codes du rap américain. Complètement. Peu importe leur provenance française ou non. Mais pense à l'héritage culturel français, c'est le théâtre, c'est Molière. Fait, en humour, il y avait beaucoup le quatrième mur, quelque chose plus dans les mots d'esprit, dans le texte ou dans la performance théâtrale. Alors que, au Québec, nous, on avait l'influence anglo de Montréal, fait que le burlesque, le slapstick, puis après ça, les Gilles Latulippe, tout ça. Fait que l'influence est tellement différente que c'est sûr que notre humour est américain, puis leur est européen, mais là, avec Internet, les frontières ont tendance à juste blurrer, puis moi, je découvre un stand-up australien qui me fait rire, puis je comprends parce que les références, c'est Kanye West, les références, c'est Internet. Est-ce que vous voyez la possibilité de l'humour québécois qui s'exporte encore plus en France, admettons, en dehors de quelques superstars, mettons, qui réussissent vraiment à se faire un nom là-bas, que la classe moyenne, admettons, de l'humour au Québec commence à faire de la tournée? Moi, j'y crois définitivement. Ce qui se passe avec les quelques ouvertures qu'on voit avec le Rap Cab en France, ça pourrait être transposé. Tous les humoristes que je vois qui sont bons, genre au Québec, qui vont jouer là-bas. Mehdi, c'est un bon exemple. Puis son style est quand même... Il y a un français international, il y a un style quand même très... très wide, mais qui fit super bien avec la France. Puis lui, là-bas, à chaque fois qu'il joue, il est reçu en star. Fait que s'il décide de faire une tournée, d'avoir une bonne équipe autour de lui, je suis sûr qu'il pourrait le faire. Après ça prend de l'énergie parce que c'est un marché qui est plus gros à percer. Mettons un humour, vraiment extra joual, là, genre, ça aurait-tu, voyez-vous ça arriver, genre? Oui, non. Les références sont trop tough à aller chercher, peut-être. Parce qu'après ça, c'est que tu vois ça comme étant une performance presque de cirque, là, tu sais, c'est marrant, je comprends rien de ce qu'il dit. Mettons, je pense qu'ils comprennent pas grand-chose dans l'automne à la claire, tu sais. Non, il y a tout l'aspect musical. Oui, clairement. Pour eux, c'est comme du Gauvreau pour eux. Là. Ils sont un peu comme genre, ils doivent dire quelque chose. Il y a quelque chose de le fun. Ils comprennent plus ce qu'on pense. C'est surprenant, en fait. Il y a des passages que des fois, on est sûr qu'ils vont comprendre, qu'ils comprennent pas. Mais il y a un exotisme. En tout cas, c'est... Pourquoi les Américains trippent sur... et les Japonais trippent sur Paris, tu sais, et la France, comme cette espèce... À l'international, c'est la ville de la mode. Fait que la langue française a vraiment une connotation. Fait que pour bien des gens... Moi, j'écoutais des bands dans toutes les langues, et puis je m'en foutais des paroles. Ouais. J'écoutais Rammstein, puis quand j'étais jeune, je parlais pas un crise de mots d'anglais. La musique a cette universalité-là qui dépasse. C'est quoi la différence? Tu vas voir, les beats sont fous, vous avez tous vos flows, puis eux, ils entendent comme... La première fois que j'ai entendu les Beatles, c'est... Mais c'est ça qu'il dit. Pour revenir à l'impro, pour revenir à l'impro, c'est juste parce qu'on a inventé les règles ou il y a aussi un rapport, un sens de la répartie, un sens du rythme, un sens qui change? C'est l'évolution naturelle du dude qui s'est levé au bord du feu puis qui a commencé à raconter une histoire de ce qui s'est passé dans la journée. Là, c'est vraiment ça, je pense. Là. C'est juste que là, c'est encadré de cette façon-là. Parce que c'est mettons comme... le raconteur au bord du feu, genre dans les temps anciens, c'est très ancien. Après ça, c'est devenu comme les comédiens de l'art, les trucs de même, tout ça a été codifié. Puis ça reste la même affaire, ça reste se lever debout puis jaser. Quand tu regardes l'évolution du théâtre au Québec, c'est vraiment le théâtre expérimental des années 60-70, avec toutes les plus grandes créations fuckées. Puis tu sais, Gravel faisait partie de ça. Il y avait des projets éclatés, puis de trouver un jeu puis de rendre le théâtre populaire. En fait, c'est ça l'exercice principal de l'impro, c'est de ramener des gens dans les salles de théâtre. Ils ont trouvé cet aspect-là interactif qui est le plus grand génie du match d'impro moderne tel qu'on le connaît, c'est le vote pour moi. C'est ça qui a rallié les gens parce que tout le monde parle de ça. Tu peux voter. Puis c'est drôle, tu sais, on parlait du côté du désengagement politique, où est-ce que tu sens que ton vote vaut rien, mais en impro, tu votes 11 fois par match. C'est vraiment toi qui décides qui gagne. Mais à la lime, tu votes pas, tu sais. La lime... non, je te parle de la naissance de l'affaire. OK, non, c'est sûr. Bien sûr, après ça, l'impro a continué à évoluer, mais pourquoi c'est arrivé, puis comment expliquer le succès de l'impro dans l'histoire, puis le remettre dans sa perspective historique, qui est comme le théâtre expérimental. Mais c'est ça de l'impro, c'est est-ce qu'on est capable d'improviser du théâtre
sous forme de leg, inspiré du hockey, man, c'est pété en crise comme idée. Je pense qu'aussi les gens, ils ont fait. Moi, je suis présent. C'est 3 aussi ans pété après, que de se mettre dans un cercle, à faire du beat, puis à se lancer des lines en freestyle. Là, comme mais je pense que il y a une ouverture dans la culture québécoise à la notion du théâtre populaire, à la notion de la musique populaire, qui a sûrement favorisé un peu aussi l'impro. C'est-à-dire que on va voir une couple de matchs d'impro, tu vas réaliser que la vaste majorité des impros, ça se passe dans un salon, puis une cuisine, puis du monde qui jase. Là, c'est pas à propos de mettre en scène tout le temps des grandes aventures épiques, puis c'est ça le paradoxe. Tu te dis, on peut improviser ce qu'on veut, on pourrait improviser des espèces d'aventures dans l'espace avec des aliens, mais finalement, au final, on se ramasse quand même à mettre en scène un peu les gens du quotidien, du banal, qui vivent des situations parfois farfelues, parfois très intéressantes, mais c'est souvent ça aussi qui revient. Dans notre époque, là, j'imagine que si l'improvisation avait été autant médiévale, ils se seraient dit entre eux autres, on aurait dû faire des impros de château un peu. Là, je pense que. Mais non, Louis, il connaissait juste ça, les châteaux. Oui, mais il aurait pu faire. Non, il aurait pu faire des impros de. Non, de princesse, de chevalier. De cheval. Puis. De choléra. Mettons, tu sais, là, on est en 2018 vers la fin, tu sais. Il s'est passé des grosses choses l'année passée au Québec par rapport à l'humour, par rapport au show business, tu sais. Vous, comment vous gagez l'humour au Québec en 2018, tu sais, mettons, les grandes lignes, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, tu sais, avec ce que ça veut dire au niveau des changements d'institution, au niveau de la relève, de ce que ça implique au niveau du stand-up, au niveau aussi de l'impro, pas juste via le Punch Club, mais juste l'impro aussi qui continue à exister puis à être un médium dominant de l'humour au Québec. Mettons, si vous aviez à dépeindre l'humour au Québec en 2018, là, avec vos positions particulières. C'est une question très, très précise et vague à la fois. Oui, j'en suis très conscient. Moi, j'ai l'impression... Moi, ce que je remarque, là, puis je suis dedans, fait que c'est difficile de l'analyser parce que je suis dedans, puis c'est mon métier, mais les gens veulent de l'humour, le public, les médias. L'humour, ça est très mis de l'avant, peut-être plus que jamais, même si l'humour est extrêmement populaire au Québec depuis longtemps. Là. Pourquoi? Là, culturellement, je ne sais pas exactement, mais ça marche. Mais les gens ont besoin de rire. Puis ça revient peut-être un peu à ce que je disais tantôt, à quel point on réalise peut-être un peu plus à quel point les choses vont pas bien pour l'avenir de l'humanité. Peut-être que c'est une réponse directe à ça, de rire. Pour moi, c'est une obsession, l'humour. Puis ça fait que en ce moment, je gagne ma vie avec ça. Puis je suis tellement dedans que comme j'ai de la misère à analyser c'est quoi l'humour au Québec en ce moment, mais je remarque juste que c'est très présent. Puis les gens ont besoin de rire. Si on parle de tangente, mettons, j'ai l'impression que peut-être qu'on va être, je sais pas, là, mais tu sais, on va arriver dans un moment où il va y avoir de la réelle audace de plus en plus. Tu sais, pas de l'audace, genre être vulgaire sur scène ou justement, comme on disait tantôt, juste comme choqué, là, tu sais, de l'audace artistique, mettons, dans la création. Là, je pense que de plus en plus, c'est accepté en humour aussi. Là, qu'on va bientôt tomber dans... je dis pas, ça a l'air complètement pété, là, mais du surréalisme en impro, les trucs de même, de dire comme, est-ce qu'on parle d'impro en humour? Oui. Mais probablement parce que l'absurde, quand tu étais à l'école, l'humour était très, très, très présent. Il y a comme une explosion de l'absurde dans les soirées. C'est pas du surréalisme non plus. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'était un audace, mais c'était pas si personnage, un numéro concept qu'on voit plus du tout en ce moment dans la scène des bars en humour, par exemple. Fait qu'en effet, il y a des courants, puis en musique, il y a des courants, en mode, il y a des courants, puis des fois, ça prend 5 ans. Les pantalons éléphants... Puis au niveau de la restructuration des gros joueurs qui s'est opéré dans les dernières années, mettons, avec la transformation de Juste pour rire, mettons, l'humour en général, les producteurs, entre autres, qu'est-ce que, je veux dire, ça a déjà probablement un impact, ça va en avoir un, mettons, moi, je pense que c'est le temps qui va le dire, mais est-ce que vous pensez que ça va changer la façon d'opérer dans l'humour? C'est too big to fail. D'après moi, mettons, c'est pas parce qu'il y a une personne qui disparaît que... Tu sais, puis, écoute, en fait, peut-être que tu es mieux placé pour le dire, Arnaud, mais j'ai l'impression, moi, de mon œil extérieur, très cynique par rapport à ça, c'est que c'est un système qui va durer longtemps. Puis, mais il y a plus de boîtes. La télé, ça va disparaître. La télé, ça va pas disparaître. Cette structure-là va continuer d'exister ailleurs. C'est des affaires où est-ce que c'est pas le médium c'est pas la personne comme Gilbert. Honnêtement, il y a plus de boîtes que jamais. Il y a plus de soirées, il y a plus de festivals, il y a plus de producteurs différents. Il y a une multiplicité. Ça reste souvent encore quelques personnes qui contrôlent le gros de la game. Mais il faut pas quand même être cynique là-dessus. Là, genre, il y a de plus en plus, comme le Punch Club, c'est un exemple, de plus en plus de boîtes qui se forment, de gens qui gèrent différents projets.
Puis, tu sais, cet été, il y avait comme 16 festivals d'humour au Québec. Oui, mais un char, c'est un char. Il y en a un qui va faire moins d'émissions de gaz, puis il y en a un qui va être plus performant, mais c'est un char. Ça marche de la même façon pour moi. Il n'y a pas de... Mais la question, c'était s'il y avait plus d'acteurs, mais moi, je pense que oui, il y en a plus. Non, mais est-ce que la façon de faire va changer, par exemple? La façon de faire. Après ça... Est-ce que les portes... les façons de faire changent parce que toute la game change. Tout change, honnêtement. Les one-man shows, Chris, on est 76 à rentrer en prod. C'est pas la même réalité. Le web, on en a parlé tantôt, mais toutes les prods ont un volet web. C'est pas la même réalité. Tout change, tu sais. Fait que oui, les modèles d'affaires changent, c'est sûr. Mais ça reste quand même que c'est des grosses boîtes qui gèrent l'humour. Ouais, pour moi, ça reste le même singe qui apprend à faire de différentes grimaces, en fait. Tantôt, c'est des chars, là, c'est des singes. Bravo. Des métaphores. Bravo, on comprend rien tes calices de métaphores. Mettons, j'avancerais quand même... Moi, j'ai l'impression que le DIY est quand même plus important que jamais, par contre. C'est qu'un jeune humoriste qui a peut-être même pas de formation, qui est peut-être même pas en train d'étudier pour devenir un humoriste, peut, comme on disait tantôt, commencer à faire des vidéos, avoir un suivi. Justement, il y en a plein, c'est ça, mais ça mêlé au fait qu'il y a un renouvellement chez autant, comme tu dis, des nouvelles boîtes de prod que chez... En tout cas, je cultive un optimisme de voir aussi qu'il y a des nouvelles, probablement des nouvelles opportunités qui vont se présenter, même au niveau des façons de faire, tu sais. Puis, ça me rend quand même curieux, en fait, de voir ça aller. je pensais plus moi. Sam s'est avancé vers le micro d'une façon qui m'a... Il a décidé de faire passer l'ange. Mais, messieurs, je voulais souligner un peu, pour un petit peu boucler une certaine boucle. Tu sais, on parle beaucoup d'humour. Vous êtes des personnages très drôles, des gens très drôles. Mais dans la vie, à part rire, tu sais, et à part faire rire, vous faites bien des trucs. Tu sais, toi, Louis... Tu fais de l'ébénisterie, tu sais. Je serais glisser un mot là-dessus, man. Raconte-moi rapidement un peu ton rapport avec le bois, l'ébénisterie. Après ça, on va demander à Arnaud son rapport avec le bambou. Puis c'est un rapport... Un rapport familial. Écoute, c'est de père en fils. Les Courchaines étaient des ébénistes, puis des charpentiers, du monde qui travaillait le bois. Puis ça s'est transmis. Puis moi, c'est ça. Avec mon père, on a toujours travaillé des projets, des affaires en bois, puis là, des meubles tout le temps. C'est le fun. Chez nous, la majorité, sinon, il y a ma table de cuisine que j'ai pas faite encore. Mais le reste, c'est moi qui l'ai fait. C'est le fun. Tu trouves-tu c'est-tu comme un genre de refuge par rapport à tout le stress de la vie professionnelle, aussi la création, un autre genre de création qui n'est pas à propos d'être drôle, tu sais, aussi? Tu es toujours à la même zone, des fois, mettons, où est-ce que tu sais la créativité, les affaires, où est-ce que tu es assis devant l'ordinateur, tu travailles des gags, tu fais ça. Après ça, d'être devant un bandit puis que ta seule pensée, ça soit « coupe-toi pas les doigts », tu sais, il y a quelque chose de bien... c'est de la méditation pour moi. Me faire masser, puis ça, j'aime mieux ça. C'est vraiment Puis c'est ça, j'ai fait ça tout l'été. Dans le bois, dans l'odeur, dans le... Ça te reprime-tu pour ensuite retourner à la table à dessin pour faire des blagues? Ça me reprime pas, mais ça enlève le mal. C'est comme un athlète qui prend un bain de glace après puis qui se fait masser. Là, juste comme OK, il faut que je sois capable de repartir. Fait que pour ça, il faut que ma tête ait été reposée totalement. Puis que j'aille décrocher pour vrai. Là, que je deviens débile devant. Débile dans le sens où je pense plus à rien d'autre que coupe-toi pas les doigts. Puis je chante des tunes dans ma tête qui n'existent pas. Puis y a-tu un knowledge d'ébénisterie que tu as exporté dans l'humour? Non, mais c'est des maths. Pour moi, tout est des maths. C'est vraiment ça l'affaire. C'est de la mathématique puis de la logique. Dans l'humour ou dans l'ébénisterie? Les deux. Ah, les deux, c'est la même affaire. L'humour, c'est... Puis en fait, peut-être que c'est pas tout le monde qui va être d'accord parce que, tu sais, il y a beaucoup de vibe aussi qui existe en humour, mais pour moi, c'est A plus B égale X. Puis on fait, ah, non, c'était pas supposé être X, puis c'est drôle. C'est tout le temps des mathématiques. La même chose dans le bois, il y a une vibe, il y a un grain, du bois. Mais ça, c'est ma façon d'approcher la chose parce qu'il y a des gens aussi qui jazzent l'ébénisterie aussi, qui sont capables Boring. de... Non, excusez, je viens d'arriver. Vas-y. Pour les gens à la maison. Le jazz de l'ébénisterie. Tu parles-tu encore de bois? Boring. Ben là, écoute, c'est sûr et certain. C'est pas de l'art sérieux, man, on parle des feuilles, man. Vous aimez-vous le plus les rousses ou les blancs? Parle de tes toiles, est-ce que j'allais pisser? Encore? Oui, Arnaud, toi, d'ailleurs, est-ce que tu peintures encore, Arnaud? Est-ce que tu peins? Est-ce que tu peins des toiles? Est-ce que tu peintures des toiles? On dit peindre? Oui. À moins qu'on
qu'on les peinture. Pourquoi pas peinturer des toits? Ben, peinturer, c'est plus des murs, là, tout ce qui est industriel, au rouleau. Ouais. La fameuse Mais moi, je distinction. compte cette stigmatisation-là de l'un où tu peux peinturer encore lisse, là, tu sais. La distinction de l'artisanat et l'art, c'est dépassé. Ça, exactement. Salon des métiers d'art, Chris Renaud-Bré, c'est-tu... En tout cas. Même combat. Mais oui, non, je peins plus. Ça fait 2 ans que j'ai abandonné. J'aime pas ce mot-là, mais c'est ça pareil. Fait que là, ton hobby principal en dehors de l'humour, ça serait les la échecs. masturbation. Puis après ça, les échecs. Les échecs. Oui, je joue beaucoup. Là, ça, tu disais que t'es rendu 1200, c'est bon, ça. Je suis rendu 1200, pour ceux qui savent, c'est pas bon. mal. Mais non, les champions du monde sont genre 3100. Non, mais je veux dire, 1200, c'est quelqu'un qui comprend quand même, qui comprend bien le jeu. Je maîtrise les là, concepts de base. Les finales sont tough. Le endgame, là, c'est peut-être un peu niché comme conversation, mais je pense qu'une fois que tu commences à jouer aux échecs, tu comprends que c'est dans les détails que tu t'améliores, comprendre les ouvertures. Après ça, bien jouer tes fins de partie. Puis y a-tu un knowledge d'échecs que tu as exporté dans l'humour? Mais là, je travaille beaucoup non, pas encore. Mais non, les échecs, c'est une grosse métaphore de la vie. C'est le combat, la dualité, le positionnement, le déséquilibre, le mental, le temps, la vengeance, la reine, tout ça. C'est plein de mots que je viens de dire. Saviez-vous que dans les échecs, avant la reine, c'était le vizir. Puis c'est il y a environ 500 ans en Espagne. C'est une référence directe à la reine Isabelle d'Espagne que le vizir a été transformé en la reine. Puis ses mouvements... C'est genre He's no good, là. C'était le vizir. Puis le vizir, son move sur l'échiquier était vraiment bizarre. Il était comme une dame. Dans le jeu de dames, il sautait par-dessus un adversaire comme en diagonale. Tu sais, il était loin d'être la méga pièce du jeu. Finalement, il a été remplacé par la reine avec les méga pouvoirs. Et c'était en effet un challenge. C'est loin la meilleure pièce. Mais j'adore les cavaliers. Ça fit bien, par exemple, c'est ça qui arrive. C'est que, tu sais, mettons, comme genre, la reine pourrait pas... Tu sais, tu me parles du vizir, je serais comme, les échecs seraient poches. Non, mais je sais. Moi aussi, j'ai été assez... tu sais, d'ailleurs, le rock, ça aussi, c'est apparu dans le même siècle. Le pion qui fait deux cases dès le début aussi. C'est tous des moves un peu weird aussi. Ben, ça enlève à la pureté de ce jeu-là, qui est comme d'une symétrie fascinante et d'un monde de possibles digne d'un livre de Borges. Alors, certains auront saisi la référence. C'est vrai, oui. Ouais. Messieurs, si vous aviez un mot à dire à un jeune humoriste qui est comme en train de faire ses tangs, là. Un mot? Ça, un mot ou une phrase? Un mot? Ben là, Chris, une phrase? Une phrase. Aux jeunes humoristes? Ouais, jeunes humoristes out there, en train de se dire, yo, peut-être que moi, j'aimerais ça faire des blagues, là, tu sais, mais mettons des plus jeunes humoristes que vous. Jeunes créateurs. Jeunes créateurs, là. Qui sont inspirés par vous, qui voient aller puis qui trouvent ça inspirant, tu sais, puis si vous étiez un peu à leur place avec l'expérience que vous avez, c'est persistance, là, mettons, là, tu sais, puis on n'est pas tous des bons exemples de tout ça, là, parce que, tu sais, il y a eu d'un œil extérieur, c'est des succès par le succès, puis ça va bien, puis ça, c'est pas moi, mettons, mais tu sais, Arnaud, mettons, on nous voit comme étant genre, mais vous avez le West Coast, vous gagnez, genre, au Punch Club, tout ça, puis ça fait, mais ça a été nombre de matchs où on s'est fait ridiculiser, nombre de shows d'humour où on a bombé totalement, nombre de mais non. Non, mais vas-y, continue, c'est intéressant. Mais nombre d'années. Ça allait pas bien, ça, au début? Mettons, non, absolument, non, mais c'est vrai. Non, mais ça venait du cœur. Non, mais il y a ça du travail. venait du cœur. Va chier, man. Non, mais il y a évidemment beaucoup de travail là-dedans, mais je dirais aux jeunes humoristes, aux jeunes créateurs, genre, juste faites-le pour les bonnes raisons, parce que ça va sonner cliché, mais si tu fais quelque chose, parce que moi, j'ai l'impression que l'humour, c'est à peu près la seule affaire que je suis capable de bien faire, tu sais. Puis oui, je peins ou ça, mais c'est le seul moment que je sens que je suis utile. Il y a des gens qui vont dire c'est pas utile l'humour. C'est discutable. Moi, je pense que c'est utile l'art en général, mais c'est le seul moment que je me sens utile. Fait que si tu te sens utile à le faire, puis que tu sens que tu es bien là-dedans, puis que ça fait du bien au monde, juste go, puis fais-les à 100%, puis essaye pas d'être quelqu'un d'autre, sois toi-même. Mais au début, tu assimiles toutes les influences, puis les affaires que tu vois, puis c'est normal, puis ça prend du temps à se trouver un style, mais go. T'sais. Je dirais, mon mot, ça serait go. Go. Excellent. Tu m'as ridiculisé pour ça. Mais c'est parce que Louis, tu disais que ça allait pas bien au début de l'impro. Moi, ça a toujours été bien l'impro. C'est vrai. Mais j'ai eu des shows d'humour difficiles, mais l'impro, ça a toujours été un don. Ce sont des belles exceptions parce que... C'est la seule affaire qui allait bien dans mon secondaire. Avec mon acné, mon anorexie, qui fait que j'étais pas capable de courir. Ben, ça allait bien l'impro. Je m'excuse.
pas ça que je dis, mais c'est plus l'idée de comme. Parce que, en fait, la question est honnête. Ou est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent, mettons, présentement, qui se disent, ça me tenterait de faire ça, puis qui vont lâcher à première, au premier flop, au premier truc, tout ça. Si tu as lâché au premier flop, fine. C'était pas pour toi, c'était pas ce que tu voulais, c'est pas ce que tu aimes pour vrai. Va-t'en, tu sais. Puis, trouve l'affaire qui te fait triper pour vrai. Mais si c'est un truc qui te fait mal en dedans si tu le fais pas, man, mange-toi des portes d'en face. Puis c'est pour ça, l'impro aussi, c'est que c'est un jeu de danger, c'est un jeu de fail, c'est un jeu de comme. Puis peut-être pas pour Arnaud, c'est clair, mais tu sais, c'est l'idée même de se planter soir après soir. Se planter. Ouais. Mais bref, oui, mais non, mais je pense que, honnêtement, mais je suis 100% d'accord, mais. J'espère, Chris. Tu sais, dans le cas de l'impro. Mais de l'humour aussi, par exemple. Mais de l'humour, mais aussi d'accepter. Puis de la vie en général. Disons la vie, complètement. pour y aller très large. Ça se peut que tu gagnes pas ta vie avec ça aussi. Puis ça c'est vrai. Il y a une réalité qu'on est comme 900 à vouloir faire de l'humour et les 900, on sera pas le prochain Martin Matt. Ça, c'est officiel. La légende urbaine. Mais d'accepter ça, puis de faire, man, je vais faire ce que je peux. Si tu veux faire ça, fais ça. Okay, c'est tout. Tu sais, la légende urbaine de Vincent Van Gogh qui n'a jamais vendu une toile de sa vie, puis qui a toujours été dans du comme genre, je te donne une toile pour que tu me laisses rester chez vous, puis ça, puis qu'aujourd'hui, mettons, ça vaut des millions de dollars, puis il l'a jamais su, tu sais. Ça se peut aussi, tu sais, il y a quelque chose de très. Fais ton enfant si c'est ça que t'aimes, si c'est ça qui te parle, puis c'est ça qui te fait vibrer, tu sais. Si c'est pas totalement ça, please, fais-le pas, tu sais. Pars ailleurs, tu sais, puis il y a beaucoup de c'est pas parce que t'es successful dans l'affaire que ça veut dire que t'es de la bonne place. C'est-tu ça qui te fait vibrer? C'est-tu ça que t'aimes? Puis si t'écoutes présentement puis tu te dis « Ah, ben moi, ça me tenterait de faire ça », pose-toi la question. Puis si c'est ça la réponse, fais-le. Si c'est pas ça la réponse, fais-le pas, man. Trouve l'affaire qui te fait vibrer pour vrai parce que c'est pas parce que tu vas être populaire, puis c'est pas parce que tu vas avoir des chicks, puis c'est pas parce que tu vas avoir du cash, puis c'est pas parce que toutes ces affaires-là sont très secondaires. Puis quand Louis dit te faire vibrer, c'est une image, c'est pas physiquement la vibration. Tu détruis des gens tout ce que je fais. Non, mais tu sais, à un moment donné, le gars, il est là avec son vibrateur, il est comme, je l'ai trouvé. C'est peut-être pas juste ça que tu as besoin. Je vais me faire enculer par un dildo qui me fait vibrer. Chris, Louis, j'ai jamais dit ça. Pourquoi tu vas là? Les frères Camille, le Louis Courchaine, Arnaud Soli, un merci énorme pour votre présence. Merci, ça fait un grand plaisir. Mais énorme shout-out. C'est toujours un plaisir de vous voir dans la vraie vie et sur scène. Ça mérite une clap, ce petit podcast-là. Ah non. Merci beaucoup. Merci, mon Sam. À bientôt, ma gang de mince. N'oubliez pas, la minceur, c'est dans la tête. On va être au Punch Club. Punch Club, man. C'est-tu officiel? C'est-tu annoncé? Je sais pas si c'est annoncé. Je pense pas que c'est annoncé. OK, laisse faire, on n'en parle pas tout de suite. Okay. Mais c'est pas fini, la West Coast. Punch Club. Yo! Punch Club! Punch Club! Yeah!